Voilà. Bonjour à tous, merci de vous être connectés à cette formation organisée par la Commission de droit international privé du barreau de Bruxelles. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir le professeur Raphaël Jaffarelli et notre bâtonnier qui va immédiatement prendre la parole. Monsieur le bâtonnier, c'est à vous. Merci Vincent Gillet. Je suis donc heureux d'accueillir tous les participants à cette formation. La Commission de droit international privé est extrêmement active. C'est la quantième, c'est la cinquième ou sixième formation dont j'ai connaissance, et en tout cas que je suis. Il y a eu des formations du professeur en droit des assurances, j'ai oublié le nom du professeur, mais donc, Estienne. c'est très intéressante également. Et donc, cette fois-ci, c'est dans le domaine des droits des obligations, des contrats qu'on va entendre le professeur Jaffer Ali. Je souhaite directement bienvenue et lui donner la parole qu'on l'entende immédiatement de ces conseils qu'il nous donnera pour les dossiers que nous avons. Je remercie beaucoup, Monsieur le bâtonnier. Je remercie la Commission de droit international privé du barreau de Bruxelles de m'avoir proposé de faire ce petit exposé qui est principalement un exposé de rappel des principes. Donc, pour les spécialistes du droit international privé dans la salle, je crois que vous n'apprendrez pas grand-chose, en fait, sans doute rien du tout, même si j'essaierai de terminer par une question choisie, en fait, issue de la problématique du statut de la, comment dirais-je, de la loi B2B, cette fameuse loi du 4 avril 2019, qui suscite bien de difficultés, également sur le plan du droit international privé. Alors, comment allons-nous procéder? Je vous propose de procéder en deux temps, de consacrer la première partie de ce webinaire à la question de la compétence internationale, donc de rappeler quels sont les principaux instruments en la matière en me concentrant sur le règlement Bruxelles 1 bis et plus précisément sur les dispositions de ce règlement relatives à la compétence en matière contractuelle, puisque c'est bien de la matière contractuelle dont je vais vous parler aujourd'hui. Ensuite, vers 12h50, on fera une petite pause après avoir entendu ou pris les éventuelles questions qui seraient posées. Et dans la deuxième partie de ce webinaire, on reprendra avec la question du droit applicable, donc principalement le règlement romain, qui devrait nous laisser un peu plus de temps puisqu'il est plus simple pour aborder brièvement cette question choisie relative à la loi B2B. Alors, avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous faire part quand même d'un sentiment d'irréalité qui m'a pris ce matin en préparant ce séminaire, parce que le droit international privé, c'est une matière qui vise à régler les conflits de juridiction, les conflits de loi. Et je trouve dans l'ensemble que tout cela est bel et bien beau, mais quand on entend l'actualité et quand on entend parler de conflits armés aux portes de l'Europe cette nuit, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de penser que tout cela est quand même bien relatif et que le droit est utile tant qu'il est à notre secours et qu'on a beaucoup de chance ici de pouvoir résoudre nos conflits par le droit plutôt que par la force. Alors, je commence donc avec la question de la compétence internationale. En commençant par évoquer brièvement les principaux instruments pertinents en la matière, puisque vous savez qu'en droit international privé, l'une des plus grandes difficultés, c'est de déterminer quelle est la source dont on doit faire application pour résoudre un problème. La principale source en la matière, c'est le règlement Bruxelles 1 bis, numéro 1215-2012, qui succède lui-même au règlement Bruxelles 1, numéro 44-2001, qui succède lui-même à la Convention de Bruxelles de 1968. Donc, c'est un ensemble de règles qui, en réalité, est connu depuis assez longtemps, mais qui reste d'un maniement complexe pour plusieurs raisons. La principale d'entre elles est qu'en réalité, on ne peut pas lire ce règlement sans avoir connaissance de la jurisprudence de la Cour de justice. C'est-à-dire que ce règlement est relativement court, il est assez bien écrit, mais il doit être lu à la lumière de l'interprétation uniforme qu'en donne la Cour de justice, qui est assez abondante depuis les années 70. Et donc, cet enseignement est venu raffiner et préciser la portée des dispositions du règlement Bruxelles 1. Il est évident que je ne pourrais pas, dans le temps qui m'est imparti, entrer dans tous les détails de cette jurisprudence. Je me contenterai de rappeler les grands principes, mais je l'évoquerai à certains moments. Quel est le champ d'application matériel de ce règlement Bruxelles 1 bis? C'est toute la matière civile et commerciale. Donc, c'est extrêmement large. C'est tout le contentieux, en réalité, du droit privé, à l'exclusion, il est vrai, du droit public, du droit familial et du droit de l'insolvabilité, pour le dire simplement, mais ces notions sont précisées justement par la jurisprudence de la Cour de justice, et il ne faut pas croire que dès qu'une personne morale de droit public est impliquée dans un litige, automatiquement, on n'appliquerait plus le règlement Bruxelles 1 bis. En fait, la Cour de justice interprète la notion de droit public de manière relativement étroite,
pour qu'on soit dans le cas, pour qu'on sorte du cadre du règlement Bruxelles 1 bis, il faut véritablement qu'il soit question de prérogatives de droit public dérogatoires au droit commun. Donc, si par exemple un État, même étranger, conclut un contrat soumis au droit ordinaire et ne se prévaut pas de règles dérogatoires au droit commun, telles qu'une prérogative tout à fait exorbitante prévue par son droit public, justement, eh bien, il va rester soumis au droit ordinaire, en tout cas sur le plan du droit international privé, et va rester soumis donc au droit international privé, en particulier le règlement Bruxelles 1. Alors, le droit familial, pourquoi est-il exclu? C'est plutôt parce qu'il y a une série d'instruments européens qui sont déjà applicables. On sait qu'il y a un règlement européen Bruxelles 2 bis sur la question de la responsabilité parentale et de la dissolution des unions matrimoniales. On sait qu'il y a un règlement européen sur les obligations alimentaires. Il y a un règlement européen sur, comment dirais-je, les successions. Il y a un règlement européen sur les régimes matrimoniaux et également un autre sur les relations entre couples non mariés. Donc, en fait, il y a plein d'instruments particuliers auxquels il faut se référer. Donc là, il n'y a pas un vide, il n'y a pas de lacune, mais simplement pas le règlement Bruxelles 1 bis qui est applicable, mais ces autres règlements auxquels sont consacrés d'ailleurs, si j'ai bien compris, d'autres exposés de la Commission de droit international privé de notre barreau. Quant au droit de l'insolvabilité, il fait également l'objet d'un règlement spécifique, un règlement de 2015, mais là aussi, l'interprétation de la Cour de justice est assez restrictive. Ce n'est pas parce qu'il y a une faillite ou un règlement collectif de dette ou autre que automatiquement le règlement Bruxelles 1 est écarté. Il ne l'est que dans la mesure où il y a des règles spéciales au droit de la faillite, propres au droit de l'insolvabilité, qui viennent déroger au règlement Bruxelles 1 bis, et pour le reste, on retombe sur le règlement Bruxelles 1 bis. Il faut que la procédure s'inscrive étroitement, directement dans le cadre de la procédure d'insolvabilité, dit la Cour de justice, pour que l'on écarte l'application du règlement Bruxelles 1 bis. Alors ça, c'est pour le champ d'application matériel du règlement. Qu'en est-il du champ d'application territorial? Eh bien, le principal critère d'application, c'est le fait que le défendeur a son domicile en Europe, dans un État membre, dans un des 27 États membres. Alors, en fait, quand je dis 27, je simplifie un petit peu parce que le Danemark n'est pas parti au règlement Bruxelles 1 pour des raisons constitutionnelles, mais il y a néanmoins un accord, donc un traité international conclu entre l'Union européenne et le Danemark qui fait qu'on applique quand même le règlement Bruxelles 1 par analogie. Donc, tout ça est un petit peu technique. Mais pour simplifier, dès que vous avez un défendeur domicilié dans l'Union européenne, automatiquement, le règlement Bruxelles 1 va s'appliquer. Alors, il va également s'appliquer dans des cas plus marginaux, même si le défendeur est domicilié hors de l'Union européenne, il va s'appliquer si une compétence exclusive ou une compétence impérative du règlement Bruxelles 1, je vais revenir sur ces notions, ou une prorogation expresse de compétence désigne le juge d'un État membre. Donc, par exemple, si vous avez un co-contractant domicilié aux États-Unis, mais qu'il est prévu la compétence exclusive du juge belge, eh bien, le règlement Bruxelles 1 va s'appliquer et non pas un autre instrument international, en tout cas pour le juge européen. Je vais me concentrer aujourd'hui sur les questions de compétences, donc je ne m'attarderai pas sur les questions de reconnaissance et d'exécution, mais il faut quand même savoir une chose à cet égard-là, c'est que si vous obtenez un jugement dans le cadre du règlement Bruxelles 1, ce jugement est extrêmement efficace parce qu'il peut non seulement être exécuté sur le territoire belge, mais il peut être exécuté sur le territoire de l'ensemble des États membres sans exéquatur. Donc, vous avez, si vous avez par exemple un co-contractant français et vous obtenez un jugement de condamnation devant un juge belge ou en Allemagne, enfin un jugement belge contre un co-contractant allemand ou français, peu importe, eh bien, pas de problème. Vous allez pouvoir le faire exécuter immédiatement en Allemagne ou en France. Par exemple, en France, on allant voir directement un huissier et il n'y a pas besoin de faire reconnaître ou faire déclarer exécutoire à l'étranger ce jugement. Donc, c'est quand même extrêmement efficace. Et les causes d'opposition à l'exécution sont extrêmement limitées. C'est l'ordre public et les droits de la défense, pour faire simple. Mais il faut entamer alors une procédure. Le défendeur doit entamer une procédure à l'étranger pour s'opposer à l'exécution. Il n'y a pas besoin de faire une procédure d'exéquatur. Donc, grande efficacité dans le cadre de l'espace judiciaire européen pour la matière civile et commerciale. Voilà donc pour ce qui concerne la problématique du champ d'application du règlement Bruxelles 1 bis. Alors, je peux être plus bref sur les autres instruments pertinents en matière de compétences internationales. Il y a la Convention de Lugano qui est la plus connue, Convention de Lugano de 2007, qui a été ratifiée non seulement par l'Union européenne, mais également par l'Islande, la Norvège et la Suisse qui sont membres de l'ALE, l'Association économique de libre-échange. Alors, si vous êtes confronté un jour à la Convention de Lugano, vous ne serez pas dépaysé. Au niveau de son texte, ça ressemble extrêmement fort au règlement Bruxelles 1 bis, même s'il y a des petites nuances dans l'un ou l'autre article. Mais
En réalité, pourquoi des petites nuances? Parce qu'en fait, Lugano 2 a été adopté avant l'adoption du règlement Bruxelles 1 bis, et donc son texte est basé sur le règlement Bruxelles 1 et non pas Bruxelles 1 bis. Donc les dernières avancées de Bruxelles 1 bis ne sont pas encore intégrées, et en particulier la suppression de l'exéquatur. Il n'empêche que la logique de l'instrument répond très largement à celle du règlement Bruxelles 1 bis. Comment fait-on pour savoir si on applique Bruxelles 1 bis ou Lugano 2? Eh bien, en simplifiant un tout petit peu, tout dépend du domicile du défendeur. S'il est domicilié en Islande, en Norvège ou en Suisse, vous allez appliquer Lugano 2. Si ce n'est pas le cas et que par contre, il est domicilié dans le territoire de l'Union européenne, c'est Bruxelles 1 bis que vous allez appliquer, même si le demandeur, par exemple, est domicilié en Suisse. Donc, quand un Suisse assigne en Belgique un Belge, c'est bien Bruxelles 1 qu'on applique, Bruxelles 1 bis, et pas Lugano 2. Donc, il y a ces clauses d'articulation, ici l'article 64.2, qui est rédigé de manière un petit peu complexe, mais en simplifiant et en reformulant, voilà ce à quoi ça aboutit. Un autre instrument qui est pertinent, c'est la Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de fort, dont je ne vous parlerai pas en détail parce qu'en fait, il concerne encore relativement peu d'États à ce stade. Il vise uniquement l'hypothèse de la clause d'élection de fort, donc il ne vise pas la compétence internationale s'il n'y a pas un accord qui a été conclu pour désigner un juge. Et il ne présente pas de pertinence dans les rapports entre les États membres. À nouveau, ce n'est pas exactement le critère prévu à l'article 26.6, la Convention de La Haye, qui se réfère plutôt à la question du domicile des parties et à la reconnaissance et au jugement d'un État rendu par une juridiction d'un État membre. Donc, ce n'est pas exactement cette idée-là, mais pour simplifier, on peut dire que dans les rapports entre États membres, on n'applique pas la Convention de La Haye, et comme il y a assez peu d'États partis à la Convention de La Haye en dehors de l'Union européenne, mais en réalité, on n'en a pas encore beaucoup de cas d'application en pratique, mais à l'avenir, si les ratifications se multiplient, on devra s'intéresser un peu plus à cette Convention de La Haye. Et puis, bien sûr, on a notre filet de sécurité, on a notre beau code de droit international privé du 16 juillet 2004, qui, sur le plan de la compétence internationale, ne présente pas beaucoup d'intérêt, en tout cas dans les rapports entre États membres. Mais si, par exemple, vous devez assigner, ou si vous avez un procès contre un Américain, enfin, quelqu'un domicilié aux États-Unis, ou quelqu'un domicilié en République démocratique du Congo, ou quelqu'un domicilié en Chine, eh bien, vous allez appliquer le Code de droit international privé et non pas, comment dirais-je, le règlement Bruxelles 1 bis, du moins en principe. Alors, dernier élément que je dois préciser sur ces instruments internationaux, c'est que ce sont des instruments qui lient les États qui les ont adoptés. Donc, ça veut dire que, par exemple, si vous avez un Américain, une personne domiciliée aux États-Unis auquel vous êtes opposé, le juge belge pourrait se déclarer compétent en vertu du Code de droit international privé, mais ça n'empêcherait pas le juge américain de se déclarer compétent si son propre droit international privé prévoit la compétence des juridictions américaines. Donc, c'est là que c'est un petit peu compliqué. Il faut une coordination internationale, et la coordination, elle ne fonctionne que si les deux sont d'accord. Et donc, toutes les compétences qui découlent du règlement Bruxelles 1 bis, eh bien évidemment, elles vont être reconnues dans les autres États membres puisque c'est un règlement européen. Mais si un juge belge se déclare compétent vis-à-vis d'un ressortissant ou d'une personne domiciliée dans un État tiers, eh bien, ça n'implique pas encore que cet État tiers va reconnaître le jugement rendu, ni qu'il ne va pas aussi se déclarer compétent. Donc ça, c'est l'une des limites du droit international privé, c'est qu'il faut un accord entre les États concernés, et s'il n'y a pas d'accord, eh bien, ma foi, on en revient à l'unilatéralisme. Voilà donc pour les instruments pertinents. Je vais maintenant me concentrer sur la question du… je vais me concentrer sur la question du règlement Bruxelles 1 bis, puisque c'est celui qui est de loin le plus fréquemment appliqué en pratique en Belgique. Alors tout d'abord, il faut bien comprendre que ce règlement Bruxelles 1 bis comporte ce qu'on appelle une hiérarchie des forts. Donc un fort, c'est simplement un juge compétent. Il y a énormément de juges compétents prévus par le règlement Bruxelles 1 bis, mais il y a une hiérarchie entre eux. Et il faut bien raisonner en suivant un certain ordre. Et c'est là où, si on n'est pas familier du règlement, il faut prendre le temps de le lire, parce que, de manière paradoxale, les forts ne sont pas indiqués dans l'ordre de leur priorité. Je m'explique. En fait, pour appliquer correctement le règlement Bruxelles 1 bis, on commence presque par la fin. On commence par les compétences exclusives prévues à l'article 24. Ce sont elles qui l'emportent sur toutes les autres compétences. Si on n'est pas dans l'hypothèse des compétences exclusives, on va tomber sur les compétences impératives, c'est-à-dire les compétences prévues en matière de droit des assurances, de la consommation et du travail.
Et ce n'est que si on n'est pas dans la compétence exclusive ou impérative qu'on va pouvoir appliquer, avec des petites nuances, les règles relatives à la prorogation de compétences, donc le fait que par accord des parties, on prolonge la compétence du juge belge qui normalement ne serait pas compétent mais qui va devenir compétent. La prorogation peut être expresse ou tacite, j'y reviendrai. Et puis, enfin, si on n'est ni dans les compétences exclusives, ni dans les compétences impératives, ni dans la prorogation de compétences, alors il y a deux types de règles qui peuvent s'appliquer. Il y a les compétences spéciales et, principe fondamental du règlement, la compétence résiduaire du domicile du défendeur, qu'on appelle aussi le fort général. Donc, le principe dans le règlement Bruxelles 1 bis, c'est que si vous n'êtes pas dans des compétences particulières, exclusives, impératives ou prorogation de compétences, vous pouvez toujours assigner le défendeur à son domicile. Vous avez un adversaire qui est domicilié en Slovénie, vous pouvez saisir le juge slovène, ça c'est certain. Après, est-ce que vous pouvez aussi saisir le juge belge? C'est une autre question. Et alors là, on aura peut-être une compétence spéciale qui pourra justifier la compétence du juge belge. Si jamais la compétence spéciale diffère de la compétence générale, eh bien, c'est une alternative qui est offerte au demandeur. C'est le demandeur qui choisit lequel des deux juges il choisit, qui choisit lequel des deux juges il saisit, pardon. Mais le principe fondamental du règlement bruxellois, qui est répété à l'envi par la Cour de justice, c'est le principe de la compétence du domicile du défendeur, et tout le reste est d'interprétation restrictive. Donc, c'est cet adage, vieil adage latin, actor sequitur forum rei, le demandeur suit le fort du défendeur. Personnellement, je préfère la version en néerlandais, wie eist, die reist. Celui qui demande, il doit voyager. Je trouve que ça exprime bien le principe fondamental en droit international privé. Et c'est logique que si on vous attaque, eh bien, il faut faire le déplacement pour vous attaquer dans votre fort. Alors, je vais maintenant reprendre l'ensemble de ces compétences que je viens d'énumérer de manière un petit peu plus détaillée, en me consacrant spécifiquement aux compétences relatives à la matière contractuelle. Je laisse de côté des compétences qui ne sont pas propres à la matière contractuelle. Par exemple, à l'article 8, vous avez des règles sur les demandes conventionnelles, sur les appels en garantie, etc., etc. Comme ce n'est pas propre à la matière contractuelle, je n'en parlerai pas plus, mais je vous renvoie au manuel de droit international privé et vous trouverez à la fin de mes slides une bibliographie en la matière. Commençons donc par les compétences exclusives. Pourquoi sont-elles exclusives? Parce qu'elles doivent être relevées d'office par le juge et que les parties n'ont pas le pouvoir d'y déroger, même de commun accord. Dans le langage du droit interne belge, on dirait que c'est des compétences d'ordre public. Ce sont des compétences d'ordre public, elles sont d'interprétation extrêmement restrictive par la Cour de justice et il n'y en a qu'une qui concerne directement la matière contractuelle, c'est la matière immobilière. Lorsque vous avez un litige relatif à un immeuble, seul le juge de l'État membre où l'immeuble est situé est en principe compétent. Mais attention, la Cour de justice donne une interprétation extrêmement restrictive à cette compétence, qui a deux volets. Premier volet, c'est les actions en matière de droit réel immobilier. Alors, a priori, on se dirait droit réel immobilier, ça a l'air assez large, mais la Cour de justice a précisé que ça ne vise que les actions qui portent directement sur un droit réel immobilier. Par exemple, une action en revendication. Ça, c'est clairement une action portant directement sur un droit réel immobilier. Par contre, si vous avez un contrat qui pose un problème d'exécution ou de validité et que ce contrat porte lui-même sur un droit réel immobilier, l'action reste contractuelle et pas immobilière. Donc, par exemple, hypothèse classique de l'acheteur qui ne paye pas le prix, le vendeur agit en résolution de la vente. La Cour de justice a déjà précisé que ce n'était pas une action portant sur un droit réel immobilier, mais c'est une action ordinaire contractuelle. De même, la Cour de justice a précisé qu'une action relative à un trouble au voisinage, ce n'est pas une action réelle immobilière, c'est une action ici extra-contractuelle. Alors, sont également visées certaines actions contractuelles en matière immobilière, mais uniquement les actions portant sur les baux d'immeubles. Et il y a en outre, donc là, si vous avez un litige relatif à un baux d'immeuble, un bail d'immeuble, ce n'est que le juge du lieu de l'immeuble, exactement le juge de l'État membre du lieu de l'immeuble qui est compétent. Pourquoi je fais cette distinction? C'est parce qu'une fois que le juge belge est compétent, c'est encore le code judiciaire qui doit préciser lequel des juges belges est compétent, même si en pratique, ça va souvent être le juge du lieu de la situation de l'immeuble, mais pas nécessairement, ça dépend du droit interne de l'État membre concerné. Mais donc, en matière de baux d'immeuble, c'est le juge de l'État où l'immeuble est situé, avec néanmoins une exception, est également compétent le juge de l'État membre du domicile, mais il faut que 4 conditions soient remplies cumulativement. On doit avoir affaire à un bail en vue d'un usage personnel pour une durée de maximum 6 mois consécutifs. Il faut que le locataire soit une personne physique et que tant le locataire que le bailleur soient domiciliés dans le même État membre. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pourquoi est-ce qu'on a prévu une exception aussi précise? Eh bien, imaginez l'hypothèse suivante, qui n'est quand même pas si rare.
vous avez un Belge qui est propriétaire d'un immeuble à la Costa Brava et il le loue à un de ses amis en Belgique. Et puis, il y a un litige qui éclate entre personnes, entre parties, et cette location était de courte durée pour quelques semaines pour les vacances. Eh bien, on a voulu éviter d'imposer aux deux Belges d'aller en Espagne pour mener à bien leur procès. Comme ils sont tous les deux domiciliés en Belgique et que c'est un bail pour un usage personnel de courte durée et que le locataire est une personne physique, on va retenir la compétence possible du juge belge qui sera également compétent. Donc, il n'y a pas une compétence exclusive du juge belge, mais il est compétent de manière concurrente avec le juge espagnol, de mon exemple, et c'est le demandeur qui va choisir lequel des deux juges il saisit. Voilà pour les compétences exclusives. Alors, après les compétences exclusives, vous avez les compétences impératives. Donc, vous avez vérifié qu'il n'y a pas de compétences exclusives dans votre procès. Vous vérifiez ensuite si vous n'êtes pas dans l'hypothèse d'une compétence impérative. L'idée commune à toutes les compétences impératives, c'est qu'il s'agit de protéger une partie faible, c'est-à-dire l'assuré ou le preneur d'assurance ou le bénéficiaire dans le contrat d'assurance, le consommateur dans les contrats de consommation, c'est-à-dire des contrats entre une entreprise et une personne physique qui agit dans un but étranger à son activité professionnelle, ou un travailleur salarié, pas un travailleur indépendant, mais un travailleur salarié. Petite précision, les contrats de transport sont exclus des contrats de consommation, sauf s'il s'agit d'un voyage à forfait, et tout ça est précisé à l'article 16.4 du règlement Bruxelles 1 bis, mais dans les grandes lignes, il s'agit des contrats d'assurance, des contrats de consommation et des contrats de travail, avec une abondante jurisprudence de la Cour de justice qui vient préciser tout ça. Par exemple, pour les contrats de consommation, il ne suffit pas qu'il s'agisse d'un contrat de consommation, il faut également en pratique que le professionnel dirige ses activités vers l'état du consommateur. Donc, autrement dit, qu'il ait des activités économiques dirigées vers cet état au regard notamment de son site Internet et de son activité économique. Large jurisprudence de la Cour de justice qui précise ces notions. La Cour de justice précise également les notions de travailleurs salariés, les notions d'assurance. Elle précise également ce qu'on entend par le fait d'avoir un consommateur, c'est-à-dire que le consommateur doit agir dans un but étranger à une activité professionnelle, mais il peut néanmoins avoir une activité professionnelle pour autant que ce soit tout à fait marginal dans le contrat. Par exemple, si j'achète, je ne sais pas moi, un ordinateur pour regarder des films à la maison, mais que je l'emploie une fois de temps en temps pour envoyer un mail, je pourrais encore être considéré comme consommateur. Si j'emploie par contre la moitié de la journée pour envoyer mes mails professionnels et que je regarde un film le soir, là, je ne suis plus un consommateur dans le cadre de l'achat de cet ordinateur. Donc, beaucoup de jurisprudence de la Cour de justice qui précise tout ça, mais donc, voilà, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails et je vous renvoie à cette jurisprudence. Ce qui est bien important de comprendre, c'est surtout la philosophie, la logique de, comment dirais-je, cette réglementation des compétences exclusives. Quelle est cette logique? Eh bien, c'est que l'on va donner un choix à la partie faible. C'est-à-dire que la partie faible pourra choisir d'aller devant un juge ou un autre juge. Elle pourra choisir d'aller devant le juge du domicile de la partie forte. Ça, c'est normal parce qu'après tout, lorsqu'on a affaire à, comment dirais-je, un défendeur, on peut toujours, en principe, aller devant le juge du domicile de son défendeur. C'était le principe de l'article 4 que je vous disais il y a quelques instants. C'était le principe du domicile du défendeur. Mais il y a également un juge spécifique qui est offert à la partie faible. C'est ce qu'on appelle le juge de protection. L'assuré ou le consommateur pourra saisir le juge de son domicile. Et c'est évidemment toujours plus simple. Imaginez, vous avez souscrit, je ne sais pas moi, une assurance auprès d'une compagnie d'assurance française. C'est évidemment, ou bien vous avez commandé sur Internet auprès d'Amazon ou autre un bien pour votre consommation personnelle. C'est évidemment plus simple de saisir le juge belge que de devoir aller à l'étranger. De même, si vous avez un travailleur qui travaille sur le territoire belge, mais qu'il est occupé par un employeur étranger et qu'il vit en Belgique, il pourra, ou même d'ailleurs s'il ne vit pas en Belgique, mais en général il vit en Belgique s'il travaille en Belgique, il pourra saisir le juge du lieu où il exécute habituellement son travail et pas nécessairement le juge du lieu du domicile de son employeur. Donc on a vraiment une relation asymétrique où la partie faible est protégée puisqu'elle peut choisir entre deux juges. À l'inverse, la partie forte, elle ne peut saisir que le juge de protection. Donc, si vous ne payez pas votre bien commandé sur Amazon parce que vous estimez qu'il est défectueux, eh bien Amazon ne pourra pas vous assigner, par exemple au Luxembourg, si elle a son siège au Luxembourg, elle devra vous assigner en Belgique si vous êtes un consommateur et le juge luxembourgeois devrait décliner sa compétence. Alors,
il est certes possible de conclure des accords, donc des clauses d'élection de fort pour déroger aux règles que je viens de dire, mais attention, ça ne peut jamais se faire au détriment de la partie faible. Et c'est pour ça que dans la hiérarchie des forts, j'ai placé les compétences exclusives avant les règles relatives aux prorogations de compétences, parce que d'abord, on voit les règles relatives à la compétence impérative et on ne peut y déroger qu'en faveur de la partie faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire un accord pour élargir les forts qui peuvent être saisis par la partie faible, mais pas par la partie forte, ou alors uniquement après la naissance du différend, parce qu'à ce moment-là, la partie faible renonce en connaissance de cause. Vous reconnaissez la logique des règles impératives en droit interne belge, c'est un peu la même logique. Voilà pour les règles impératives. J'en viens maintenant aux règles relatives à la prorogation de compétences, donc le fait de rendre compétent un juge qui ne serait sinon pas compétent. Il y a des prorogations express, c'est-à-dire des prorogations par contrat, et des prorogations tacites lorsque le défendeur comparaît sans contester la compétence. Commençons par la prorogation express qui est extrêmement fréquente dans les contrats. Il arrive souvent qu'une clause d'un contrat désigne le juge d'un État membre pour être compétent pour statuer sur les litiges. Et c'est d'ailleurs une clause que je vous encourage à insérer dans tous vos contrats, même si le contrat est entre deux Belges, on ne sait jamais où l'un des deux va déménager tôt ou tard. Donc, pour éviter tout doute, mettez toujours une clause de droit applicable et une clause d'élection de fort dans vos contrats. Je pense que c'est une précaution qui ne coûte pas cher et qui peut sauver bien des problèmes, éviter bien des problèmes. Alors, la clause d'élection de fort va être présumée exclusive, mais les règles de validité de cette clause d'élection de fort sont extrêmement sévères. Il y a des règles de validité matérielle, mais surtout des règles de validité formelle. Et la Cour de justice est extrêmement sévère en la matière, c'est-à-dire que le règlement Bruxelles 1 bis ne reconnaît que 4 hypothèses où la clause est valable en la forme. Et cela pose des problèmes en pratique parce que nous avons l'habitude, quand nous défendons des entreprises, d'invoquer une clause d'élection de fort qui figure dans les conditions. Et on sait qu'en droit interne belge, les conditions générales, c'est extrêmement facile à rendre opposable, puisque les conditions générales figurant au verso des factures sont en principe opposables au co-contractant, pour autant qu'il n'est pas protesté dans un délai raisonnable. Avec des nuances, hein, mais vous connaissez la jurisprudence de droit interne. C'est tout à fait différent en droit international privé. Il n'y a que 4 possibilités reconnues pour rendre valable en la forme une clause d'élection de fort. Première hypothèse, il faut que la clause soit conclue par écrit. Alors vous allez me dire, par écrit, c'est facile, les conditions générales. Pas du tout, parce que la Cour de justice interprète le mot par écrit comme voulant dire par écrit et signé par toutes les parties. Alors c'est vrai que l'article 25.2 du règlement Bruxelles 1 bis allège un petit peu les choses, en ce sens que la signature peut être électronique, et donc si vous avez un échange de mails, ça suffit. Si je vous envoie un courrier, un contrat par mail en disant voilà, bonjour, êtes-vous d'accord avec ce contrat, et vous me renvoyez un mail en disant oui, oui, je suis d'accord avec les clauses de ce contrat, alors on a une signature électronique des deux parties, et donc on sera lié par la clause d'élection de fort. Mais il faut l'accord des deux parties. Et donc, mes conditions générales que je vous ai communiquées sans que vous les ayez expressément acceptées par un écrit ne vont pas vous lier en ce qui concerne la clause d'élection de fort. Peut-être ça va vous lier au niveau du droit matériel, au niveau du contenu des clauses, mais pour la clause d'élection de fort, il y a un régime tout à fait particulier. Deuxième hypothèse, c'est la clause conclue verbalement avec confirmation écrite, mais l'arrêt Berghofer de la Cour de justice a rendu cette hypothèse pratiquement théorique. Pourquoi? Parce qu'elle considère qu'il faut un accord verbal sur la clause d'élection de fort, mais qui doit porter spécialement sur la clause d'élection de fort. Donc imaginez, je suis une entreprise, j'appelle mon co-contractant et je lui dis « Ah ben tiens, vous voulez acheter mes marchandises, très bien, mais voilà, cette vente va être soumise à mes conditions générales et je vous envoie une confirmation par écrit avec mes conditions générales qui contiennent une clause d'élection de fort. » Ça ne suffit pas, dit la Cour de justice. Vous auriez dû, par téléphone, dire « Et en particulier, nous convenons d'une clause d'élection de fort désignant exclusivement le juge belge. » Bonne chance pour prouver une chose pareille, hein, sauf à avoir éventuellement enregistré la conversation. En pratique, c'est quasiment impossible à prouver. Et donc, ensuite, il faut confirmer par écrit, il faut une absence de protestation de l'autre partie. Mais dans ma pratique, je n'ai jamais vu qu'on ait véritablement une clause d'élection de fort verbale avec confirmation écrite au sens de la Cour de justice. Troisième hypothèse, le règlement Bruxelles 1 bis permet que la clause d'élection de fort soit rédigée dans une forme qui est conforme aux habitudes établies entre les parties. Alors, ça aussi, ce n'est pas si simple que ça en a l'air. Parce que, imaginez que je veux invoquer une clause d'élection de fort figurant au verso de mes conditions générales.
je vais évidemment dire, mais écoutez, moi, je travaille depuis toujours avec ce co-contractant et donc, il doit évidemment connaître mes conditions générales. Mais je dois faire plus. D'après la doctrine, il n'y a pas beaucoup de jurisprudence, en tout cas, il n'y a pas de jurisprudence très précise de la Cour de justice là-dessus, donc c'est plutôt de la jurisprudence nationale et de la doctrine. Il faut sans doute démontrer que les conditions générales étaient applicables aux relations antérieures entre les parties. Donc, je dois prouver deux choses. Je dois prouver, un, qu'il y a une habitude entre les parties, donc ce n'est pas la première opération que je fais avec mon co-contractant, mais en outre, je dois prouver que dans les relations antérieures entre les parties, mes conditions générales actuelles qui contiennent la clause d'élection de fort étaient applicables. Donc, ça, ce n'est pas si facile que cela non plus, et ça peut donner lieu à des discussions. Et donc, du coup, cet article 25.1b n'est pas d'application aussi fréquente que cela non plus. Et puis, il y a le 25.1c. La Cour de justice admet qu'on peut également établir les conditions, on peut établir la clause d'élection de fort dans une forme qui est admise dans les usages du commerce international propre à ce secteur particulier. Mais ça, c'est très, très difficile parce que c'est une question de fait. Comment établir le contenu des usages? Vous savez qu'il y a des parers et des attestations d'usage faites par des associations professionnelles, des organisations professionnelles. Alors, ça se rencontre, par exemple, dans le secteur maritime. Dans le secteur maritime, on recourt aux chartes parties, où c'est l'usage d'avoir un courrier qui est signé par une partie, mais pas par l'autre, mais qui est communiqué, etc., etc. Donc, on peut avoir de temps en temps des usages qui fonctionnent, mais mon sentiment en tant que praticien, c'est que dans la plupart des secteurs d'activité, surtout aujourd'hui avec la dématérialisation, c'est difficile d'établir des usages. Et donc, cette solution-là est également difficile à mettre en œuvre pour établir la validité des clauses d'élection de force. Donc, mon conseil pratique quand vous conseillez des clients qui veulent s'assurer évidemment de l'opposabilité de la clause d'élection de fort contenue dans leurs conditions générales, c'est d'extraire la clause d'élection de fort de la condition générale et de la répéter à nouveau dans l'échange de mails entre les parties ou dans le contrat signé par les parties. C'est la meilleure manière de s'assurer que la clause d'élection de fort est valable dans la forme. Sinon, très souvent, la clause n'est pas valable. Et c'est très contre-intuitif pour les juges parce que ce n'est pas du tout les mêmes critères qu'en droit interne belge. Et donc, ça crée des controverses, ça fait un procès dans le procès et ça complique les choses. Alors, je peux être plus rapide en ce qui concerne la validité matérielle parce qu'il arrive qu'une clause soit valable dans la forme, mais qu'il y a un problème de validité. Elle est illégale, par exemple, c'est une clause abusive, ou bien, comment dirais-je, il y a un vice de consentement, il y a un dol, que sais-je. Alors là aussi, c'est compliqué malheureusement, parce que la Cour de justice, enfin pas la Cour de justice, le règlement Bruxelles 1 bis considère qu'il faut avoir égard, pour apprécier la validité matérielle de la clause, au droit de la juridiction désignée. Donc imaginons, je veux assigner mon co-contractant et il m'oppose une clause d'élection de fort qui soumet la compétence à la juridiction du juge slovène. Eh bien, c'est le juge désigné. Donc, moi, je l'ai assigné en Belgique et on décline la compétence en vertu du juge slovène. Et moi, je dis, oui, mais là, il y a un dol ou je ne sais pas quoi, ou une clause abusive. Eh bien, le juge belge va devoir appliquer le droit slovène pour savoir si la clause d'élection de fort est valable ou pas. Ce n'est pas le droit du juge saisi, c'est le droit du juge désigné. C'est déjà pas facile. Mais alors, cerise sur le gâteau, la Cour de justice, enfin pas la Cour de justice, pardon, à nouveau, le règlement Bruxelles 1 bis nous dit qu'il faut avoir égard également au droit international privé du juge désigné. Donc, non seulement vous allez devoir examiner le droit slovène, mais vous allez devoir examiner si en droit international slovène, on applique le même critère. Et si en droit international slovène, on considère que la clause d'élection de fort, c'est par exemple pas régi par le droit du juge désigné, mais par, je ne sais pas moi, le droit applicable au contrat ou le droit du juge saisi, eh bien, hop, on va à nouveau devoir appliquer un autre droit. Donc, tout ça crée des complications et la Cour de justice n'a pas encore eu l'occasion, à ma connaissance, de se prononcer là-dessus. On verra comment elle se prononce, mais je pense qu'on est parti pour des procès dans les procès et des règles assez complexes. Alors enfin, et M. le bâtonnier l'évoquait informellement avant qu'on commence véritablement cet exposé, il arrive qu'on se pose des questions sur la portée exacte d'un accord. Ce n'est pas toujours clair. Est-ce qu'on vise la matière extracontractuelle? Si, par exemple, je fais une clause dans un contrat, est-ce que ça couvre la responsabilité précontractuelle? Est-ce que ça couvre d'autres contrats qui ne sont pas les mêmes et qui ne sont pas liés? Et en général, on interprète plus ou moins restrictivement les clauses d'élection de fort. En tout cas, l'arrêt CDC de la Cour de justice considère qu'en règle, ça ne couvre pas la matière extracontractuelle si on ne l'a pas dit expressément. Et donc, du coup, je vous encourage à rédiger ces clauses de la manière la plus large possible. Je vous mets un petit exemple. Souvent, je rédige ma clause de la manière suivante.
tout différend relatif à la validité, l'interprétation, l'exécution, la dissolution du présent contrat, donc en gros, tout litige contractuel, ainsi que tout différend en lien avec celui-ci, donc avec ça, on vise la matière précontractuelle, mais aussi la matière extra-contractuelle liée au contrat ou des contrats liés, sera de la compétence exclusive des juridictions ayant leur siège. Alors, j'ai mis dans la région Bruxelles-Capitale parce que je suis à Bruxelles. Pourquoi je dis région Bruxelles-Capitale et pas Bruxelles? Ça, c'est un petit truc relatif à la loi sur l'emploi des langues. C'est pour être sûr qu'on vise bien Bruxelles intramuros et pas Bruxelles extramuros. Bon, je sors un peu du cas du DIP en disant ça, mais pour les spécialistes de la loi sur l'emploi des langues, vous savez qu'il y a une différence entre Bruxelles intramuros et Bruxelles extramuros, et c'est pour essayer de forcer, enfin, en tout cas, de favoriser l'application de la langue française en cas de litige, même si on sait qu'à Bruxelles, c'est toujours un peu compliqué, mais ça mériterait un exposé entier, je pense, sur cette question de la loi sur l'emploi des langues. Alors, voilà pour la prorogation express. J'en viens à la prorogation tacite. Là, c'est l'hypothèse où vous assignez un défendeur, et ce défendeur, soit est distrait, soit est de très bonne composition, mais toujours est-il que le juge belge, normalement, n'est pas compétent, mais personne ne se plaint. Et en tout cas, le défendeur ne se plaint pas, il comparaît sans contester la compétence. Eh bien, à ce moment-là, le juge belge va devenir compétent. Il va devenir compétent avec néanmoins des limites. On ne pourra pas déroger aux compétences exclusives, c'est logique, elles sont d'ordre public, et on ne pourra pas non plus déroger. Alors, pour les compétences impératives, c'est un peu plus subtil. Vous vous rappelez qu'on peut y déroger après la naissance du différend, mais néanmoins, le législateur européen qui consacre sur ce point la jurisprudence de la Cour de justice a voulu être prudent, en ce sens que le juge doit interpeller d'office le défendeur. Donc, le juge ne va pas déclarer nul ou refuser la prorogation tacite de compétence, mais il va dire au défendeur, tiens, vous vous rendez compte qu'en fait, ici, vous, travailleurs qui travaillez habituellement en France, on est en train de vous assigner en Belgique, vous auriez le droit de décliner la compétence du juge belge, est-ce que vous êtes sûr de vouloir accepter la compétence du juge belge? Et là, le défendeur se prononce, il dit oui, non, et le juge statue en conséquence. Donc, il y a quand même un mécanisme assez protecteur du défendeur en la matière. Nous en arrivons aux compétences spéciales. Et je voudrais évoquer avec vous deux forts en particulier, l'article 7.1 et l'article 7.5 du règlement. L'article 7.1, c'est l'un des plus importants en pratique, c'est le fort contractuel proprement dit. Pour tout ce qui relève de la matière contractuelle, en plus du juge du domicile du défendeur, vous allez pouvoir saisir le juge contractuel de l'article 7.1. Qu'est-ce que c'est que la matière contractuelle? La matière contractuelle est définie de manière autonome par la Cour de justice comme supposant un engagement librement assumé. Alors, on a l'air de dire que c'est un contrat, mais en fait, c'est beaucoup plus large et ça vise notamment également, sans doute, l'engagement par déclaration unilatérale de volonté. Surtout, la Cour de justice en donne une interprétation qui, pour le moment, est extensive. Dans les années 90, c'était relativement restrictif. Dans son célèbre arrêt Hunt, la Cour de justice avait considéré que, par exemple, l'action introduite par l'acquéreur final contre le vendeur du vendeur, donc autrement dit, le fabricant qui était attaquable sur base de l'article 1615, c'est-à-dire la cession de droits qualitatifs directement par le consommateur final, ça, ce n'était pas de la matière contractuelle, mais ce n'est pas sûr qu'elle se prononcerait encore de la même manière, parce que maintenant, on l'interprète de manière extensive, et elle considère par exemple que l'action polienne, donc l'action par laquelle le créancier attaque non pas le débiteur, mais le co-contractant du débiteur au profit duquel le débiteur s'est appauvri, eh bien, de manière anormale et frauduleuse, eh bien, cette action polienne est de nature contractuelle, dit la Cour de justice, alors qu'a priori, ce tiers n'a pas de relation contractuelle directe avec le demandeur. Donc, il y a une espèce d'interprétation extensive pour le moment de l'action polienne. Il y a également une question préjudicielle pendante actuellement devant la Cour de justice posée par la Cour d'appel de Bruxelles. Donc, les choses sont en train d'évoluer et plutôt vers la voie de l'extension que de la restriction de la notion de matière contractuelle. Si on est en matière contractuelle, encore faut-il qualifier le contrat. Il peut s'agir d'une vente, il peut s'agir d'une prestation de service ou d'un autre contrat. Si c'est une vente, vous allez pouvoir saisir le juge du lieu de la livraison des marchandises, quelle que soit l'obligation en cause, que ce soit une action en délivrance, en vice caché, une action en nullité du contrat, une action en paiement du prix, tout ça va être centralisé, ou en tout cas peut être centralisé, devant le juge de livraison des marchandises, avec toute une jurisprudence de la Cour de justice sur savoir mais comment est-ce qu'on fait pour apprécier le lieu de livraison. Lorsqu'il y a par exemple plusieurs lieux de livraison, on va prendre le lieu principal de livraison. Enfin, il y a toute une série de distinctions subtiles faites par la Cour de justice et je vous renvoie à sa jurisprudence. De la même manière, en cas de contrat d'entreprise ou de manière générale le contrat de prestation de service, c'est plus large que l'entreprise,
un bail en matière mobilière pourra sans doute être considéré comme un contrat de prestation de service, eh bien, c'est le lieu de la prestation de service où le juge sera compétent. Alors, notez ici que je dis bien le juge du lieu de la prestation de service ou du lieu de la livraison de marchandises et non pas le juge de l'État. Donc ici, on tranche à la fois la compétence internationale et la compétence interne et le choix de la compétence interne l'emporte sur les règles du code judiciaire. C'est une petite subtilité, mais qu'on rencontre dans la jurisprudence de la Cour de justice. Et puis, si ce n'est ni une vente, ni une prestation de service, là, on est dans l'embarras. On est dans l'embarras parce qu'on retombe sur un critère général qui est le fait que vous pouvez saisir le juge du lieu de l'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande. Mais là, c'est très, très compliqué en pratique parce que quelle est l'obligation qui sert de base à la demande? C'est souvent assez complexe à déterminer parce que si vous avez une obligation de paiement du prix, ce n'est pas la même obligation que l'obligation de garantie de vice caché et ce n'est pas la même obligation non plus que l'obligation de restitution en cas d'annulation du contrat. Donc, il faut à chaque fois raisonner par obligation, ce qui est déjà assez compliqué. Ça, c'est l'arrêt de Blows qui l'a dit pour la première fois. Mais en outre, et ça, c'est l'arrêt Dessily qui a porté le coup de grâce au DIPiste, c'est que si le lieu d'exécution n'est pas déterminé dans le contrat, il faut regarder au regard de la loi applicable au contrat où le contrat doit être exécuté. Et donc, vous devez vraiment, pour résoudre le conflit de juridiction, résoudre d'abord le conflit de loi. Et donc, c'est extrêmement compliqué. Et c'est à nouveau un procès dans le procès. Et ce n'est pas la règle la mieux conçue qui soit. Voilà pour le fort contractuel. Alors, à côté du fort contractuel, vous avez aussi les succursales. Alors ça, c'est moins utile en pratique, mais je vous le signale quand même. Si vous avez traité avec une succursale belge d'une société allemande, par exemple, vous allez pouvoir assigner quand même devant le juge belge, même si le lieu de fourniture des marchandises ou le lieu de prestation des services n'est pas en Belgique, mais les conditions sont quand même extrêmement sévères. D'abord, il faut qu'il y ait un centre d'opération, c'est-à-dire une succursale, qui se manifeste de façon durable vers l'extérieur comme le prolongement d'une maison mère. Vous allez me dire, ça c'est la définition de la succursale, donc ce n'est pas très difficile, c'est un établissement local qui est le prolongement d'un établissement étranger. Mais ce qui est plus compliqué, c'est que la Cour de justice exige qu'en outre, le litige porte sur des actes ou des engagements qui doivent être exécutés dans l'état de la succursale. Et là, malgré toutes les critiques de la doctrine, la Cour de justice s'en tient à cette jurisprudence, c'est qu'en fait, ce fort de l'article 7.5, il ne sert pas à grand-chose parce qu'en fait, si une obligation doit déjà être exécutée en Belgique, on peut déjà se baser sur l'article 7.1 et on n'a pas besoin de l'article 7.5. Donc, en somme, cet article 7.5, tel qu'il est interprété par la Cour de justice, il ne sert pas à grand-chose, mais voilà, c'est utile de le savoir, ne fût-ce que pour réfuter les arguments fondés sur l'article 7.5. Je vous rappelle enfin que ces compétences spéciales sont alternatives par rapport au fort général de l'article 4. Ça veut dire que si vous n'êtes ni dans une compétence exclusive, ni dans une compétence impérative, ni dans une prorogation de compétences, et que donc vous êtes dans les compétences spéciales, le demandeur a le choix. Il peut soit saisir un juge en vertu d'une compétence spéciale, soit toujours, pour éviter la discussion, ou parce que ça l'arrange, saisir le juge du domicile du défendeur. Et donc, par exemple, si vous avez un défendeur en Belgique, ne réfléchissez pas, assignez-le sur base de l'article 4, c'est évidemment le plus simple et ça évite toutes ces discussions sur la validité d'une clause d'élection de fort ou sur la définition du lieu d'exécution du service, etc. Voilà, si vous avez un défendeur en Belgique, vous pouvez en principe l'assigner en Belgique. Voilà pour le règlement Bruxelles 1 bis. J'en termine brièvement le volet compétences avec la question du Code de droit national privé qui, pour rappel, donc, est applicable à titre subsidiaire. Donc, il n'est applicable en général que si le défendeur n'est pas domicilié dans l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou en Suisse. Union européenne, pour rappel, Bruxelles 1 bis, Islande, Norvège, Suisse, pour rappel, Lugano 2. Et donc, par exemple, je veux assigner quelqu'un domicilié au Congo, quelqu'un domicilié en Chine ou aux États-Unis ou en Inde ou que sais-je. Eh bien, je peux l'assigner en Belgique uniquement si le Code de droit international privé le permet. Alors, heureusement pour nous, les auteurs du Code de droit national privé ont été bien inspirés. C'est un très beau code, bien écrit, assez simple à comprendre et qui s'inspire fort du règlement Bruxelles 1 bis. Et donc, une fois que vous avez compris la logique du règlement Bruxelles 1 bis, vous vous sentirez à l'aise dans le Code de droit national privé, puisque le règlement Bruxelles 1 bis permet la prorogation de compétences, expresse ou tacite. Il prévoit des règles impératives protectrices des consommateurs et des travailleurs, assez proches de celles du règlement Bruxelles 1 bis. Il prévoit un fort contractuel assez similaire à celui de l'article 7.1 du règlement Bruxelles 1 bis, et ce fort contractuel est alternatif à la compétence générale du domicile du défendeur. Avec une nuance, le Code de droit national privé permet de saisir aussi bien le juge du domicile que le juge de la résidence du défendeur. Quelle est la différence? Le domicile, il résulte de l'inscription dans les registres de la population. La résidence, c'est une notion de fait. C'est là… Alors,
Au XXe siècle, on disait, et c'était une expression horrible, là où on avait, c'était quoi cette expression? On disait, là où on avait sa femme, sa pipe et ses pantoufles. Aujourd'hui, je dirais votre partenaire, votre chat ou votre chien et toute autre forme de loisir ou de vice qui vous ancre dans la réalité. Donc, vous avez en tout cas le lieu de vie du défendeur, qui est sa résidence et qui peut servir de lieu de, comment dirais-je, de rattachement pour la compétence internationale. Alors, je vois qu'il y a déjà pas mal de questions qui ont été posées, donc je vous propose de parcourir rapidement ce qui a dit, enfin ce que je vois dans le Dans les questions. volet discussion, si ça vous va. Donc, est-ce que les slides seront communiqués? Oui, avec plaisir. Je les enverrai à maître, pardon, je les enverrai à la commission, plus exactement, ce sera plus simple, et ils seront ensuite diffusés. Alors, question suivante. La signature électronique ne concerne pas la signature électronique au sens strict, authentifiée par un code PIN ou un mot de passe. Vous avez raison. En fait, il n'y a pas d'exigence extrêmement forte en la matière. Je vais vous donner le texte exact attendez, il faut juste que je le retrouve, du règlement Bruxelles 1 bis, qui est beaucoup plus souple, parce que déjà dans le règlement EIDAS, on prévoit 3 types de signatures, la signature simple, la signature qualifiée, et entre les deux, la signature avancée. On n'exige pas tout ça. À l'article 25.2, il est prévu que toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite. Donc, un échange de mails vaut écrit au sens de l'article 25.1 du règlement Bruxelles 1 bis. Il n'est pas nécessaire d'avoir une signature par code PIN ou autre. Alors, autre question sur l'article 25. À conseiller peut-être au client de reproduire la clause d'élection de fort au recto du bon de commande, la signature duquel vaudrait du coup acceptation de la clause. Alors oui, si ça marche, mais ce qu'on constate souvent dans la pratique, c'est que vous avez une partie qui envoie un bon de commande, et l'autre partie répond par une confirmation. Et donc, c'est rare qu'on signe le bon de commande. Si vous les parties sont en présentiel, vous les faites signer, il n'y a pas de problème. Mais dans les échanges électroniques, souvent, il y en a une qui envoie un bon de commande, l'autre répond par une confirmation de commande où elle reprend ses propres conditions générales. Et souvent, la clause d'élection de fort n'est pas répétée, ou en tout cas, il n'y a pas de renvoi exprès au bon de commande. Quand on accède au bon de commande, c'est rare que le vendeur dise « j'accepte votre bon de commande avec toutes les conditions qui sont dedans », parce qu'ils savent bien qu'alors, ils vont être liés. Et donc, la solution n'en est pas nécessairement une, me semble-t-il. Le professeur, il y a encore une question sur l'exemple de l'allocation entre les deux benches à la Costa Brava. Donc, c'est une question qui est au-dessus. Si le demandeur choisit de saisir le juge espagnol, est-ce que le défendeur peut demander le renvoi devant le juge belge? Voilà. Question. Alors non, quand deux juges sont également compétents, hein, donc dans le cas de l'article 24.1 alinéa 2, si je ne m'abuse, les deux juges sont compétents, puisque le texte dit bien « sont également compétentes ». Et à ce moment-là, c'est le demandeur qui choisit lequel des deux il cite, enfin lequel des deux il saisit, et il y aura litispendance, c'est-à-dire que le juge premier saisi l'emportera. Les saisis l'emportent, oui, c'est la règle. Très bien, je pense que pour les questions écrites, c'est tout. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'en vois encore. Ah, vous en avez encore une? Oui, j'en vois Vous plusieurs. voyez mieux que moi, tout va bien. Il n'y a pas de problème, c'est dans la discussion. Quid de la signature de la page comptant les conditions générales? Alors ça, il n'y a pas de problème. Si vous avez un consentement écrit exprimé par les deux parties, donc il y en a une qui a fait les conditions générales et l'autre les signe, là, il n'y a pas de problème. Normalement, la clause sera valable en la forme. Mais il faut que vraiment il y ait une intention écrite émanant des deux parties qui se rencontrent. Alors le problème du battle of form qu'on me pose. Donc, la question du conflit de conditions générales, mais en fait, il n'y a pas de règle spécifique sur le battle of form prévu dans le règlement Bruxelles 1 bis. Et donc, à mon sens, le battle of form ne peut se résoudre que par, comment dirais-je, que par l'application des critères qu'on vient de voir. C'est-à-dire, il faut voir s'il y a un accord écrit valable dans la forme, ce qui sera rarement le cas en cas de battle of form. Si ça vous intéresse, j'ai écrit là-dessus, parce que ça appelle des développements assez détaillés. J'ai fait un UBCube en 2013 là-dessus, qui est disponible sur le site de l'ULB. Si vous allez sur diffusion avec un seul F, vous le trouverez en texte intégral, où j'examine ça de manière plus approfondie. Alors, je termine ici la liste de la discussion. L'impact du Brexit. Donc, je parcours la question qui est assez longue.
Oui. Écoutez, vous résumez bien la question, c'est-à-dire qu'il y a une controverse pour le moment. Il y a une controverse sur l'application dans le temps de la Convention de La Haye de 2005, puisque cette Convention de La Haye ne régit que les clauses d'élection de fort qui sont postérieures à son entrée en vigueur. Ce qui est clair, c'est qu'elle est en vigueur dans l'Union européenne en 2015. Et alors, le Royaume-Uni prétend qu'elle est entrée en vigueur vis-à-vis de lui, puisqu'il faisait partie de l'Union européenne en 2015. Mais en tant que de besoin, il a quand même déposé un instrument de ratification récemment. Et donc, c'est entré en vigueur en tout le mois en 2021. Et donc, il y a un désaccord entre les deux, parce que l'Union européenne, qui évidemment fait tout pour, passez-moi l'expression, ennuyer, je vais dire ça poliment, le Royaume-Uni, n'est pas d'accord avec son interprétation. Et donc ça, je pense qu'il faudra attendre la jurisprudence. Mais je crois que la position du Royaume-Uni, enfin voilà, il faudra voir comment ce sera interprété, mais elle est loin d'être évidente vu que ça a été ratifié par l'Union européenne elle-même et pas par le Royaume-Uni. Donc en fait, ça c'est un problème de droit international public. Et là, je vous avoue ne pas être qualifié pour me prononcer à ce stade. Guillaume Croizan examine cette question dans un article récent au Journal des tribunaux sur le Brexit. Ah, et alors, je vois qu'on a déplacé encore une autre question. Est-ce correct que l'article 25 du Bruxelles 1 bis prévaut sur l'article 8, c'est-à-dire sur les compétences dérivées? Oui, la Cour de justice est déjà prononcée en ce sens. Hein, donc, les compétences exclusives l'emportent, y compris à ma connaissance, sur les compétences dérivées de l'article 8, de même que sur le fort contractuel de l'article 7. Cette question est examinée notamment dans l'ouvrage de Mme Gaude-Métalon que je renseigne à la fin de mes slides dans la bibliographie, si jamais vous voulez creuser cette question. Et alors, je regarde dans les Q&A, puisqu'on a deux endroits. Ah oui, donc là, la Costa Brava, vous m'avez répondu, et ça, enfin, vous m'avez passé la question, et là, j'ai répondu. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions qui doivent être posées par les participants. Je n'ai pas de main levée. Donc, alors, ce que je proposerais, si vous êtes d'accord, Madame la Présidente, c'est comme il est 12h54, on fait peut-être une pause de 6 minutes pour permettre à chacun de se rafraîchir, et on reprend à une heure précise. On reprend à une heure précise. C'est parfait, monsieur. Ah, je vois qu'il y a une main. Il y a une main qui a été levée. Ah, mais ce n'est pas Monsieur le Bâtonnier, c'est possible? C'est monsieur le bâtonnier, mais monsieur le bâtonnier, vous avez une question? Je n'arrive pas à envoyer ma question, en fait. Ah, mais je vous écoute alors. L'angle des conditions générales. Est-ce qu'il est exact qu'il y a une évolution de la jurisprudence qui était relativement souple il y a, je dirais, une vingtaine d'années, et qu'à présent, la jurisprudence est plus restrictive et plus exigeante, exigeant la preuve, la connaissance de l'angle des conditions générales par la partie à qui on oppose ces conditions générales? Il me semble que la jurisprudence de la Cour de justice est plus sévère actuellement qu'il y a quelques années. Alors, je vous avoue que je n'ai pas connaissance comme ça d'un arrêt précis de la Cour de justice sur cette question, mais en tout cas, le critère de la Cour de justice, elle répète toujours que, en termes de validité en la forme, les règles de forme ne sont pas purement formelles, elles visent à permettre de s'assurer de la réalité du consentement des parties. Et donc, même si ça ne touche pas tout à fait à la forme, il est probable, et certains auteurs soutiennent que de manière autonome, on doit lire dans ces exigences de forme également une exigence de consentement et de réalité et d'existence du consentement, mais ça va poser des difficultés de conciliation avec l'article 25.1 du règlement Bruxelles 1 bis, parce que pour ce qui concerne la validité matérielle, et en général, les problèmes de consentement quant à la langue sont examinés plutôt sous l'angle de la validité matérielle que formelle, là, on a un droit différent qui est prévu, qui n'est pas le droit européen. Et donc, il faudra voir au niveau de l'évolution de la jurisprudence. Je n'ai pas connaissance comme ça, mais j'ai peut-être raté un arrêt récent si vous en avez connaissance. Mais à ma connaissance, ce n'est pas tranché de manière tout à fait claire. Et c'est plutôt la question du critère du consentement réel et effectif des parties. Je vous envoie ce que j'ai sur ce sujet-là, alors. Super, merci beaucoup. Et deuxième question, vous avez dit que vous ne parlez pas de l'exécution des décisions. De l'exécution des décisions. Mais est-ce que, donc, en matière de décision en référé, un référé provision, donc on peut obtenir un référé provision. Au niveau de l'exécution, on n'obtient pas l'exécution à l'étranger. Est-ce que c'est exact ou pas? C'est extrêmement compliqué. En fait, je vous renvoie à l'article 2, petit a du règlement Bruxelles 1 bis,
qui définit en réalité la décision. Et donc, l'alinéa 2 prévoit qu'au fin du chapitre 3, la décision englobe les mesures provisoires ou les mesures conservatoires ordonnées par une juridiction qui, en vertu du présent règlement, est compétent au fond. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, et ça, je n'en ai pas parlé ici parce que ce n'est pas propre à la matière contractuelle, dans le règlement, vous avez également un article, comment dirais-je, que je vous retrouve tout de suite, qui est l'article 35 sur les mesures provisoires et conservatoires, et qui prévoit qu'un juge, même s'il n'est pas compétent au fond, est compétent pour prendre des mesures provisoires qui sont liées étroitement à son territoire, d'après la juridiction de la Cour de justice, c'est les arrêts Van Uden et autres. Mais le revers de la médaille, c'est que oui, le juge est compétent, mais son jugement ne pourra être exécuté que sur le territoire de l'État membre en question. Si vous voulez exécuter votre mesure provisoire en dehors de, comment dirais-je, l'État membre qui a rendu le jugement, alors il faut saisir le juge qui est compétent au fond, qui peut aussi prendre des mesures provisoires. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. On interrompt quelques minutes? On interrompt et on reprend à 13h05, c'est comme vous le souhaitez. 13h05, c'est parfait. Parfait, je le mets dans le chat. Parfait. Merci.
Voilà, nous sommes repartis pour la deuxième partie, monsieur le professeur. Merci beaucoup. Alors, donc, parlons maintenant du droit applicable, puisqu'on a fait, peut-être pas le tour, mais en tout cas, un petit tour de la compétence internationale. Alors, en ce qui concerne le droit applicable, je vais procéder de la même manière, c'est-à-dire que je vais commencer par parcourir avec vous les instruments pertinents qu'il faut garder à l'esprit. Le principal instrument en la matière, le pendant, si vous voulez, du règlement Bruxelles 1 bis, c'est le fameux règlement Rome 1 qui succède à la Convention de Rome de 1980. Ce règlement Rome 1 a plusieurs caractéristiques, mais sa principale caractéristique, c'est d'être un instrument dit d'application universelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la logique est totalement différente de celle du règlement Bruxelles 1 bis. Le règlement Bruxelles 1 bis, c'est un instrument qui crée un espace judiciaire interne à l'Union européenne. C'est ce que je vous ai dit. Ce sont des règles de compétences qui vont lier tous les États membres, et du coup, un jugement rendu dans un État est reconnu et est exécuté automatiquement dans tous les autres États. Par contre, le règlement Rome 1, lui, se veut universaliste. Ça veut dire qu'il peut entraîner l'application d'un droit, même si ce droit n'est pas le droit d'un État membre, même s'il s'agit du droit d'un État tiers. Donc, par exemple, si dans une clause de droit applicable, on désigne le droit chinois, le droit anglais, le droit de l'État de New York, eh bien, le juge belge va lui donner effet. Alors, évidemment, il n'y a que les États de l'Union européenne qui vont appliquer le règlement Rome 1, parce que le règlement est un règlement européen. Donc, elle vous permet de connaître les règles de conflit de loi des États européens, mais avec une ouverture vers l'extérieur, puisque cette fois, on va pouvoir désigner, le cas échéant, le droit d'un État tiers. Au niveau du champ d'application du règlement Rome 1, il s'applique à toutes les obligations contractuelles, mais avec également certaines matières qui sont exclues. Alors, ces matières exclues, en réalité, sont de deux catégories. Soit elles sont régies par une règle spécifique. Par exemple, on vous dit que tout ce qui concerne le droit des sociétés est exclu du règlement Rome 1. Alors déjà, il faut bien comprendre l'expression. Ce n'est pas parce que vous avez, par exemple, une convention de cession d'action qu'elle est exclue de Rome 1. Ce qui est exclu, ce sont les règles propres au droit des sociétés. Si dans un contrat, vous voulez régler, par exemple, le fonctionnement, je ne sais pas moi, d'un organe de la société, si vous voulez faire s'il y a des règles de droit des sociétés qui s'y opposent, parce qu'on sait qu'en droit des sociétés, vous avez des règles propres au pacte d'actionnaires ou également aux limitations à la cessibilité des titres. Ça, ces règles spécifiques de droit des sociétés vont s'appliquer en vertu d'une règle de conflit propre prévue aux articles 110 et 111 du Code de droit international privé. Mais par contre, tout ce qui est les aspects purement contractuels du contrat, par exemple le paiement du prix dans la cession d'actions ou la garantie, ce genre de choses-là, tout ça va être régi par le règlement Rome 1. Donc, on écarte le règlement Rome 1, soit parce qu'il y a des règles de conflit spécifiques, par exemple propres aux personnes morales, ou un petit raisonnement, un petit mécanisme intellectuellement stimulant. Le règlement Rome 1 exclut certaines matières de son champ d'application, mais le Code de droit international privé prévoit alors, et c'est l'article 98, prévoit que le règlement Rome 1 va quand même s'appliquer par analogie, même s'il dit qu'il ne s'applique pas. Je vous donne un exemple concret. Prenons les clauses d'élection de force. Imaginez que vous ayez, comment dirais-je, un juge belge qui soit désigné dans une clause d'élection de force et que la validité de cette clause d'élection de force soit contestée devant le juge allemand. Bien, le juge allemand va appliquer le règlement Bruxelles 1 bis pour savoir quelle est la validité matérielle. Et le règlement Bruxelles 1 bis désigne le juge belge et le droit belge. Et donc, le juge allemand doit normalement appliquer le droit belge pour savoir quelle est, comment dirais-je, la validité de la clause. Mais, comme je vous l'ai dit, on applique la théorie du renvoi, dans ce cas très précis, en vertu du considérant 20 du règlement Bruxelles 1 bis. Et donc, on va devoir aller voir en droit international privé belge quelle est la règle de conflit applicable aux clauses d'élection de fort. Alors, le règlement Bruxelles 1 exclut les clauses d'élection de fort du domaine de Rome 1, mais l'article 98 du Code de DIP l'applique par analogie. Et donc, on va appliquer les règles de Rome 1 par analogie. Donc, par exemple, si ce contrat désignait le juge belge, mais était soumis au droit, je dis n'importe quoi, italien, eh bien, le juge allemand va devoir finalement appliquer le droit italien. Donc, vous voyez que c'est un petit peu complexe et sophistiqué, mais ça, ce sont les petits plaisirs des professeurs de droit international privé. Alors, à côté du règlement Rome 1, vous avez également la mal-aimée, en tout cas la mal-aimée en Belgique, celle qu'on oublie souvent, c'est la Convention de Vienne sur les ventes internationales de marchandises.
Alors, en fait, c'est une convention qui a un grand succès sur le plan international. Il y a énormément d'États qui y sont partis, la plupart des États de l'Union européenne, mais également les États-Unis, la Russie, la Chine. Certains États importants n'en font pas partie. Par exemple, non, pas la Russie, pardon, justement, pas la Russie. La Chine, bien, mais pas la Russie, pas l'Inde, pas le Royaume-Uni. Mais il y a néanmoins des centaines d'États qui sont partis à la Convention de Vienne. Donc, elle est quand même assez importante sur le plan international, mais elle est souvent oubliée et délaissée, en tout cas dans la pratique belge. Et c'est rare qu'on l'applique devant les tribunaux belges, alors qu'elle est d'application beaucoup plus fréquente devant d'autres juridictions, peut-être dû à un manque de connaissances. Quand est-ce qu'elle s'applique? Eh bien, elle s'applique dès qu'on a affaire à une vente internationale de marchandises. Et qu'est-ce que c'est qu'une vente internationale? C'est une vente où soit vous avez l'établissement du vendeur et de l'acheteur qui sont situés dans deux États différents, qui sont tous deux partis à la convention, soit, deuxième hypothèse, vous avez le contrat qui est soumis au droit d'un État contractant. Donc, par exemple, imaginez que vous ayez un litige entre un Belge et un Indien. On n'est pas dans l'hypothèse du petit a, puisque l'Inde n'est pas partie à la Convention de Vienne, et donc on ne peut pas l'appliquer directement, mais on va l'appliquer indirectement si le contrat est soumis au droit belge, parce que le droit belge inclut la Convention de Vienne, et donc, via le petit b, on va pouvoir appliquer la Convention de Vienne. On va pouvoir l'appliquer, mais attention, elle est supplétive. Elle est supplétive et, comment dirais-je, du coup, les parties peuvent l'écarter de commun accord, expressément ou même tacitement. Si vous allez devant un juge et que, comment dirais-je, personne n'invoque la Convention de Vienne et qu'au contraire, tout le monde se réfère au droit interne belge, eh bien, en fait, vous faites un choix implicite d'écarter la Convention de Vienne. Et vous savez qu'il y a eu un procès en matière de vaccins qui avait fait un peu l'actualité l'année passée, et la doctrine s'est déchaînée, et toute la doctrine a dit « Ah, c'est formidable, on va avoir le plus grand procès, enfin le procès le plus important portant sur une vente internationale de marchandises soumise à la Convention de Vienne qu'on n'a jamais vue. » Et puis finalement, la doctrine a déchanté parce qu'à aucun moment la Convention de Vienne n'a été invoquée ni appliquée dans le cadre de cette procédure. Et donc finalement, le litige a été tranché au regard du droit belge. Donc tous les internationaux privatistes et comparatistes étaient déçus, mais ça illustre bien l'attitude des praticiens du droit belge qui, pour diverses raisons, n'appliquent pas tellement la Convention de Vienne. Et c'est un cercle vicieux parce qu'évidemment, moins on l'applique, moins il y a de la jurisprudence, moins il y a de la jurisprudence, plus on s'en méfie parce qu'on se demande comment le juge belge en fera application. Et donc, c'est un petit peu un cercle vicieux, alors que lorsque vous négociez avec un co-contractant étranger, souvent, nous, on représente des clients belges. Alors, quand on essaie de dire à un client, à un co-contractant étranger, mais on va appliquer le droit belge, souvent, il vous rit au nez en disant « Mais non, c'est quoi ce pays? On va appliquer le droit allemand, le droit anglais, le droit de New York, tout ce que vous voulez, mais pas le droit belge. Ou alors le droit français, le droit suisse, mais bon. » Et donc, du coup, un bon compromis, c'est parfois d'appliquer la Convention de Vienne, qui au moins est un droit international où personne n'est à l'aise, mais donc tout le monde est à l'aise, de la même manière qu'on propose, quand on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le juge compétent, on propose parfois l'arbitrage, parce que là aussi, c'est un espèce de moyen terme entre les juges nationaux de l'un ou de l'autre. J'attire votre attention également sur une autre convention qui est encore moins connue et moins bien aimée que la Convention de Vienne, c'est la Convention de New York du 14 juin 1974 sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises. Alors celle-là, elle a été ratifiée relativement récemment, il y a quelques années à peine par la Belgique, et elle est vraiment peu connue, mais vous savez que la prescription, c'est quand même un moyen radical de gagner un procès, et le délai de prescription prévu par cette Convention de New York, c'est de 4 ans. Donc, à bon entendeur, salut. Si vous avez un problème de prescription dans une vente internationale de marchandises, ne négligez pas cette convention qui vous fera peut-être gagner ou perdre la procédure. Alors, je ne vous mentionne pas en revanche sur ce slide le Code de droit international privé, puisque pour l'essentiel, les règles sont prévues dans la Convention de Rome, dans le règlement romain, comme je vous l'ai dit, qui a remplacé en matière contractuelle le Code de droit international privé. Alors, rentrons donc dans la Convention de Rome et on va voir un peu comment ça fonctionne. Le principe de base ici, c'est le principe de l'autonomie de la volonté. Dans un contrat international, vous pouvez en principe choisir le contrat applicable. Et l'article 3 du règlement Rome 1 vous donne toute une série de précisions en la matière. Il y a le principe de la liberté du choix de droit. Le choix peut être exprès ou tacite. Si par exemple, dans un contrat, vous ne faites pas de choix de loi explicite, mais vous vous référez à des dispositions du droit belge, implicitement, vous choisissez sans doute le droit belge. Le choix est extrêmement large, on peut faire des choix partiels, c'est ce qu'on appelle le dépeçage, on peut faire le choix à n'importe quel moment, etc., etc. Mais il y a des limites, et je voudrais m'attarder sur les limites. On ne peut pas, enfin,
on peut choisir un droit étranger dans une situation purement interne, mais ça ne permet pas de frauder les règles impératives de l'état du fort. Donc, par exemple, si vous concluez un contrat en Belgique avec un contractant belge portant sur des prestations qui doivent être exécutées en Belgique, donc tout dans la situation vous rattache à la Belgique, mais vous n'aimez pas le droit belge parce qu'il y a une loi qui vous embête en droit interne belge, et du coup, vous essayez de soumettre ce droit au droit suisse, mais ça ne va pas marcher. En tout cas, ça ne va pas marcher devant le juge belge, parce que le juge belge et tout juge européen estimera que lorsque tout est localisé dans un État à un moment déterminé, on doit respecter les règles impératives de cet État, quel que soit le choix de loi qui a été effectué. Et la même règle vaut de manière plus générale au niveau du territoire de l'Union européenne. Si tous les éléments de la situation sont localisés dans l'Union européenne, vous ne pouvez pas échapper à l'application des directives européennes et des règlements européens. Même si vous choisissez la loi d'un État tiers, on va quand même appliquer les règles impératives issues du droit de l'Union telles qu'elles sont transposées dans l'État du fort, telles qu'elles sont appliquées dans l'État du fort. Donc ça, c'est quand même une protection, indépendamment même de la protection des lois de police, pour s'assurer qu'on ne commence pas à échapper trop facilement et de manière artificielle aux règles impératives locales. Voilà pour l'autonomie de la volonté, mais qui a priori n'est pas très, très compliqué et qui est d'application fréquente. Donc, c'est une bête clause de droit. Le présent contrat est soumis au droit belge. Point. Avec ça, vous avez tout dit. Et donc, je vous encourage vraiment à mettre une clause pareille dans tous les contrats que vous avez l'occasion de négocier. Que se passe-t-il lorsque vous n'avez pas effectué de choix de droit exprès ou même tacite dans le contrat? Première hypothèse, eh bien, soit on tombe dans le catalogue des contrats qui figurent à l'article 4. Le catalogue est assez long, mais je vais voir les principaux avec vous. Si c'est une vente, on va appliquer la loi de la résidence habituelle du vendeur. Pour une prestation de service, la loi de la résidence habituelle du prestataire de service. Pour le bail, la loi de la situation de l'immeuble, avec l'exception qu'on a déjà rencontrée en matière de compétences. Pensez à nos deux Belges qui louent en immeuble à la Costa Brava. Eh bien, à ce moment-là, on va appliquer non pas la loi espagnole, mais la loi belge. Mais attention, il faut que ce soit un bail portant sur l'usage personnel du preneur pour maximum 6 mois consécutifs, que le locataire soit une personne physique et qu'il soit résident dans le même État, qu'il réside dans le même État, locataire et bailleur. Et si ces 4 conditions, qui sont les mêmes que dans Bruxelles 1 bis 24.1 alinéa 2, sont remplies, eh bien alors, ça permet d'aligner le droit applicable sur la compétence, du moins en principe. Alors, en matière de franchise et de distribution, on a une règle qu'on pourrait croire être protectrice, puisque ce n'est pas le franchiseur ou le concédant dont le droit va être applicable, c'est le franchisé ou le distributeur. Mais attention, ce ne sont pas des règles impératives. Et donc, ce n'est applicable qu'à défaut de choix. Donc, on peut parfaitement priver le franchisé ou le distributeur de sa loi, sous réserve des lois de police sur lesquelles je reviens dans un instant. Et à ce moment-là, on écarte la règle subsidiaire applicable à défaut de choix. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est dans un contrat non visé, par exemple un prêt? Eh bien, on va devoir déterminer qui est le débiteur de la prestation caractéristique, qui rend le service économique. Par exemple, dans un prêt, c'est la banque en général qui rend le service moyennant une rémunération. Et donc, ça va être le droit de la résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique, donc de la banque dans mon exemple. En outre, la loi que je viens de vous indiquer en vertu de l'article 4 pourra toujours être écartée en cas de lien manifestement plus étroit avec le droit d'un autre État. Donc, imaginez que vous ayez, comment dirais-je, une vente qui a été conclue par un vendeur domicilié, je ne sais pas moi, en Bulgarie, enfin qui réside en Bulgarie, mais en pratique, tout le reste rattache à la Belgique. Les marchandises sont produites en Belgique, elles vont être livrées directement en Belgique, le contrat a été signé en Belgique, le prix, alors vous allez me dire le prix, bon, c'est l'euro, mais enfin, toute une série d'éléments qui rattachent le contrat à la Belgique et en fait, les liens avec la Bulgarie sont tout à fait artificiels. À ce moment-là, vous écartez la loi bulgare et quand même appliquer la loi belge. Et là aussi, il y a de la Cour de justice qui vient préciser les critères de la clause d'exception. Mais en gros, l'idée, c'est qu'il faut des liens manifestement plus étroits avec un autre État. Dans le règlement romain, vous trouvez également des protections impératives qui vous rappellent la protection impérative du règlement Bruxelles 1 bis. On vise à protéger ici le consommateur et le travailleur. Il y a aussi des règles en matière d'assurance, mais qui sont beaucoup plus complexes, et donc je ne rentre pas dans les détails ici, je me concentre sur le consommateur et le travailleur. Ici aussi, le contrat de transport est en principe exclu du contrat de consommation, sauf le voyage à forfait, etc. Je vous renvoie au texte de l'article 6. Alors, comment se fait-on? Eh bien, ici, le choix de droit
est en principe valable. Donc, on peut en principe choisir le choix de droit applicable au contrat de consommation, mais ça ne peut pas avoir pour effet de priver la partie faible du bénéfice des règles impératives de son droit de protection, c'est-à-dire le droit de la résidence habituelle du consommateur ou le droit de l'exécution habituelle du contrat de travail. Donc, concrètement, imaginez, c'est le cas classique. Vous êtes une société et vous décidez de faire appel à un travailleur polonais, roumain, bulgare. Et vous vous dites, ah ben tiens, le droit du travail est beaucoup plus favorable là-bas, je vais soumettre mon contrat au droit polonais, au droit bulgare, au droit roumain. Quand je dis plus favorable, c'est plus favorable à l'employeur, évidemment. Mais toutes ces personnes travaillent sur le territoire belge. Eh bien, vous ne pouvez pas échapper à l'application des règles impératives de la loi belge en faveur du travailleur. Et donc, il y a un choix de loi, il est valable, mais on ne peut pas priver le travailleur du bénéfice de ces règles. Et donc, on va prendre en fait la règle la plus favorable des deux. Si jamais le droit choisi est plus favorable au travailleur, on va l'appliquer. Mais si le choix d'un droit qui est moins protecteur aboutit à priver le travailleur de la protection des règles impératives du droit belge, c'est le droit belge qui va l'appliquer, qu'on va appliquer. Ce qui fait que souvent, les gens bien renseignés préfèrent alors opter uniquement pour la loi locale. Donc, par exemple, quand vous lisez les conditions générales des grandes entreprises actives dans le cloud, souvent, elles décident d'appliquer directement la loi locale du consommateur, la loi de la résidence du consommateur. Comme ça, au moins, il y a une seule loi qui s'applique et non pas deux lois qui viendraient en concurrence et qui risqueraient d'être encore plus favorables aux consommateurs. Donc, on peut faire un choix de loi, mais la règle est tout à fait favorable aux consommateurs ou aux travailleurs. Que se passe-t-il lorsqu'il n'y a pas de loi qui a été choisie? Alors, on retombe sur la loi de protection. Et donc, là aussi, c'est tout à fait favorable aux consommateurs ou aux travailleurs. Tout comme dans le règlement Bruxelles 1 bis, ce n'est pas n'importe quel consommateur qui est protégé. Il faut que le professionnel ait dirigé ses activités vers l'état du consommateur. Et je vous renvoie à la jurisprudence de la Cour de justice en la matière. Il y a également des règles propres au contrat de transport dans le règlement Rome 1 et des règles propres au contrat d'assurance. Je vous y renvoie parce qu'elles sont assez techniques. Voilà pour les règles impératives. Alors, une fois que vous avez déterminé le droit applicable, quel est son domaine? Quelles sont les questions régies par ce droit tel que nous venons de le déterminer? Eh bien, le domaine du droit applicable est entendu extrêmement largement. Ça vise en gros toutes les questions contractuelles. L'interprétation du contrat, l'exécution du contrat, l'extinction du contrat, la prescription. La prescription n'est pas une question, comment dirais-je, de nature procédurale qui serait régie par la loi du juge, mais une question régie par la loi contractuelle, la lex contractus. Alors, la seule limite, enfin, il y a des limites bien sûr, tout ce qui concerne le transfert ou la constitution de droit réel, ce n'est pas régi par la loi contractuelle, mais par la loi de la situation du bien, c'est l'article 87 du Code de droit international privé. Je vous ai parlé des règles spéciales en matière de droit des sociétés, mais la loi contractuelle est quand même extrêmement étendue. Elle vise également la validité du contrat, en ce compris la validité matérielle. Alors là, c'est un petit peu, comment dirais-je, à nouveau un exercice, une gymnastique intellectuelle complexe. La loi choisie par les parties va déterminer si le contrat, en ce compris le choix de loi, est valable. Donc, si je soumets mon contrat au droit de l'État de New York et que vous vous plaignez du fait qu'en fait, c'est une clause abusive ou que, je ne sais pas moi, enfin, au regard du droit belge, sous réserve de loi de police, ça ne va pas marcher parce que c'est le droit de l'État de New York qui va décider si on l'a valablement choisi et si le contrat est valable. Et donc, du coup, l'empire de la loi désignée par les parties est extrêmement important. Au niveau de la validité formelle, il y a par ailleurs une application alternative de différentes lois qui est prévue, la fameuse règle locus regit actum, c'est-à-dire que le contrat est valable dès qu'il est valable, soit au regard de la forme locale, soit au regard de, comment dirais-je, la loi contractuelle. Donc, si vous concluez un contrat, par exemple, en Grèce, votre contrat est valable en la forme et que votre contrat est soumis au droit belge, il est valable en la forme, soit s'il remplit les exigences du droit belge, soit s'il remplit les exigences du droit grec. Peu importe qu'il soit nul au regard de l'un, il suffit qu'il soit valable. Et puis, le droit des contrats étant ce qu'il est évidemment extrêmement large et complexe. Et donc, on pourrait gloser pendant des heures sur les règles de conflit particulières. Il y a des règles de conflit spécifiques pour la cession de créances, pour la subrogation légale, pour la pluralité de débiteurs, donc les recours contributoires,
pour la compensation légale et également pour la charge de la nécessité de la preuve. On peut en discuter si vous le souhaitez, mais dans le cadre limité de cette présentation, je me contente de les évoquer et de vous renvoyer au texte du règlement qui est assez clair en réalité en la matière. Et il y a pas mal de doctrines également. Alors, je trouve plus intéressant de m'attarder sur les mécanismes correcteurs pour bien les comprendre, c'est-à-dire les mécanismes qui permettent de corriger le droit normalement applicable au contrat. Je vais vous parler des lois de police et de l'ordre public. Ces deux mécanismes qui sont souvent confondus et qui sont difficiles à bien cerner. Les lois de police, elles interviennent ex ante, c'est-à-dire avant le raisonnement de droit international privé. Une loi de police, qu'est-ce que c'est? C'est une loi d'un État qui s'applique quel que soit le droit normalement applicable. Si vous voulez, c'est une espèce de lex specialis qui vient déroger au droit international privé. Et comment est-ce qu'on sait qu'on a affaire à une loi de police? Ça résulte du texte même de la loi. Ça doit résulter de la volonté du législateur qui, en général, est expresse, mais qui peut parfois être tacite. L'exemple le plus connu, c'est la loi sur les concessions exclusives de vente à durée indéterminée, sur la résiliation de ces concessions exclusives de vente, la fameuse loi de 1961, qui maintenant est intégrée dans le livre 10 du Code de droit économique, et plus précisément à son article 10.39. C'est-à-dire que ce texte vous dit que dès que vous avez une concession exclusive de vente et que la concession doit être exécutée en Belgique, le droit belge s'applique. Le droit belge s'applique quelle que soit la loi applicable au contrat, quelle que soit la loi choisie par les parties, le droit belge s'applique. Alors vous allez me dire, a priori, c'est bizarre d'avoir une loi locale qui déroge aux règles de Rome 1 qui l'emporte dans la hiérarchie des normes, mais c'est permis par le règlement lui-même. L'article 9 du règlement romain renvoie au droit interne sur ce point, donc le droit interne peut déroger sur ce point à la loi normalement applicable. En revanche, rien de tel n'est prévu en matière de compétences. Et donc la Cour de justice a déjà dit que cet article 10.39 prévoit que le juge belge est compétent et que la loi belge s'applique. Mais le juge belge est compétent, ça, ce n'est pas valable, parce que dans la hiérarchie des normes, Bruxelles 1 bis l'emporte sur le droit, sur l'article 10.39, primauté du droit européen. Mais ici, comme le droit européen permet ce renvoi au droit interne pour les lois de police, eh bien, la loi de police belge va pouvoir s'appliquer. Néanmoins, la Cour de justice n'a pas dit son dernier mot, parce que vous pensez bien que si n'importe quelle loi et tout le droit belge devenait loi de police, on n'appliquerait plus jamais les règles de DIP. Et donc, la Cour de justice, ces dernières années, a eu tendance à renforcer son contrôle. Et elle a indiqué qu'elle se réservait le pouvoir de décider si on avait vraiment affaire à une loi de police au sens du règlement romain. Le règlement romain définissant la loi de police comme étant une loi qui est cruciale dans l'intérêt politique, économique, social ou autre de l'État membre en question. Alors, la Cour de justice a un raisonnement un peu subtil. Elle dit « l'État membre choisit si sa loi est de police, mais néanmoins, je contrôle s'il n'exagère pas et s'il n'a pas donné une interprétation trop large de la notion de loi de police et si vraiment les critères du règlement Rome 1 sont remplis. » Alors, la loi de police, elle suppose également un critère de rattachement, qui est sa propre règle de conflit. Par exemple, dans la question des concessions exclusives de vente, comme je vous l'ai dit, dès que la concession est exécutée en tout ou en partie en Belgique, eh bien, à ce moment-là, la loi de police belge s'applique. Donc, on a un critère de rattachement. Là, c'est le lieu d'exécution. Mais ce n'est pas toujours le lieu d'exécution qui est pris en considération. Normalement, c'est prévu dans la loi de police. Ça, c'est pour l'application ex ante. Vous avez vu, on fait un raisonnement indépendamment des règles de DIP. On ne se demande même pas quelle est la loi normalement applicable en DIP. On raisonne en amont en se disant, mais tiens, on a une loi de police, donc du coup, on va l'appliquer par dérogation aux règles de DIP. La logique est totalement inverse dans l'ordre public. L'ordre public, il intervient ex post. Alors, du coup, on met en œuvre normalement la règle de conflit, on détermine en vertu du règlement romain quel est le droit applicable, mais on va écarter ce droit applicable lorsque le résultat concret de l'application de ce droit applicable est jugé inacceptable en Belgique. Alors, j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de l'ordre public au sens courant du terme. C'est bien l'ordre public international du fort. International, ça veut dire qu'en fait, le noyau de l'ordre public international est beaucoup plus étroit que l'ordre public. Il y a énormément de règles qui sont d'ordre, enfin, déjà, il n'y a pas énormément de règles, mais il y a des règles d'ordre public en droit des contrats. Le principe, c'est quand même l'autonomie de la volonté. Il y a dedans des règles d'ordre public, et parmi les règles d'ordre public interne, seule une poignée d'entre elles sont d'ordre public international. Et donc, ça, c'est assez rare qu'on en fasse application, et ça donne souvent lieu à de longues discussions. Un exemple qui est souvent évoqué dans la doctrine, c'est la problématique des dommages et intérêts punitifs. Si vous avez des dommages et intérêts qui excèdent de manière tout à fait excessive, de manière
en vue de punir le dommage, enfin, qui excèdent le dommage réparable, mais qui sont alloués en vue de punir, si on compte par exemple en droit de la common law dans certaines hypothèses, eh bien, le juge belge pourra, à certaines conditions, considérer que c'est contraire à l'ordre public international du fort. Pour en décider, le Code de droit international privé lui fournit 2 critères qui ne sont pas exhaustifs, mais ce sont 2 éléments qu'il doit prendre particulièrement en considération pour décider si oui ou non il y a inacceptabilité des effets. D'abord, il doit s'interroger sur la gravité des effets. Donc, ce n'est pas un jugement in abstracto de la loi étrangère. Ce n'est pas cette loi, elle est débile, elle est très différente de mon droit belge, je n'en veux pas. Non, non. La loi étrangère désignée est en principe valable, on va la respecter, mais si ses conséquences concrètes sont particulièrement graves, alors on va l'écarter. Et par ailleurs, on va se demander à quel point la situation est proche de la Belgique. Plus il y a des liens de rattachement avec la Belgique, plus l'ordre public du Belge va se manifester avec force. Si vous avez une relation entre un Chinois et un Afghan qui, par hasard, atterrit devant le juge belge et qui est soumise au droit, je ne sais pas moi, du Nigeria, le juge belge il va dire oui, enfin, a priori, je ne vais pas trop m'en soucier. Mais dès qu'il y a un Belge qui est impliqué ou qu'il y a des éléments qui rattachent à la situation belge, le juge belge va être un peu plus attentif pour ne pas, en quelque sorte, se rendre complice d'une violation des valeurs fondamentales de la Belgique. C'est un peu ça l'idée derrière la notion d'ordre public. C'est surtout en droit familial que la notion d'ordre public va jouer. La notion d'ordre public est, comme je l'ai dit, beaucoup plus limitée que l'ordre public interne. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau des principes généraux du règlement Rome 1. Mais comme il nous reste un petit peu de temps, je voudrais en profiter pour examiner une question particulière avec vous qui me tient à cœur, qui est la question du régime international, du statut international de la réglementation des clauses abusives B2B. Alors, vous savez que, pardon, je vais un peu trop vite, vous savez que cette fameuse loi du 4 avril 2019, sur laquelle beaucoup d'encre a déjà coulé, est une loi qui a introduit dans les relations entre 2 entreprises une réglementation des clauses abusives. Jusqu'à présent, on applique le droit des clauses abusives dans les relations entre entreprises et consommateurs, B2C, business to consumer. Dorénavant, le contrôle des clauses abusives peut également s'appliquer business to business. Alors, l'intention est louable. D'ailleurs, dans le projet de livre 5 qui a été adopté pas plus tard qu'hier, donc livre 5 du nouveau Code civil, adopté pas plus tard qu'hier en première lecture par la Commission de la justice de la Chambre des représentants, on introduit même à l'article 552 une règle générale sur les clauses abusives applicables à toutes les clauses non négociables, dans tous les contrats, qu'ils soient C2C, B2B, B2C, tout ce que vous voulez. Une espèce de règle générale comme dans le Code civil français. Et ça paraît conforme aux attentes de protection de la partie faible et à l'évolution moderne du droit. Par contre, ce qui est beaucoup plus problématique, c'est que la manière dont cette loi a été rédigée suscite de très, très, très nombreuses incertitudes. Parce qu'il y a toute une série de clauses qui sont présumées abusives, soit de manière irréfragable, soit de manière réfragable, avec, vu la manière dont elles sont rédigées, des incertitudes extrêmement grandes. Par exemple, alors que jusqu'à présent les clauses pénales excessives étaient réductibles, tout d'un coup, elles sont présumées nulles pour le tout. Donc, vous vous rendez compte, ça arrive tous les jours qu'on arrive devant le tribunal d'entreprise avec une clause pénale légèrement excessive. De toute façon, on ne sait jamais très bien quand est-ce qu'elle est excessive. C'est 15% pour un tribunal, c'est 12% pour l'autre, c'est 10% pour le troisième. Et donc, on a notre clause qui tient plus ou moins la route. Au pire, on se fait réduire de 1 ou 2%. Et puis, tout d'un coup, en fait, le juge pourrait, et même théoriquement devrait, se poser la question de savoir si en fait la clause n'est pas nulle pour le tout. Autre exemple, les clauses d'exonération de responsabilité sont dans une large mesure présumées abusives. Or, les clauses d'exonération de responsabilité, on en retrouve tout le temps et partout, dans tous les contrats entre entreprises. Troisième exemple, et c'est mon préféré, enfin c'est mon préféré, c'est mon épouvantail, est présumé abusif le fait de déplacer sur le co-contractant, sans contreprestation, sans contrepartie, le risque économique qu'une partie devait normalement supporter. Ce sont les termes de la loi. Alors, qu'est-ce que c'est? Et c'est une telle clause est présumée abusive sous réserve de la preuve contraire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un risque économique? J'ai encore vu personne qui était capable de me l'expliquer de manière claire, en tout cas en termes juridiques, et de manière qu'un juge puisse comprendre, un avocat puisse comprendre. C'est extrêmement difficile à dire c'est quoi le risque économique. Et quelle est la partie qui doit normalement supporter le risque économique? Et qu'est-ce que c'est que la contrepartie en question? Tout ça est extrêmement dangereux. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que mon sentiment, c'est que le barreau gros dos et la magistrature aussi, pour le
C'est-à-dire que cette loi est en vigueur depuis quand même presque un an, ou un peu, et à ma connaissance, quasiment pas d'application jurisprudentielle. Alors vous allez me dire, il faut le temps, il faut que les litiges émergent, il faut que ça arrive devant un juge, etc. Mais j'ai l'impression que tout le monde ignore un petit peu cette loi, et je comprends, parce que ça ennuie tout le monde, cette loi, ça nous surprend dans nos habitudes, et c'est mal rédigé, et ça crée de l'incertitude juridique. Mais il n'empêche qu'elle existe, cette loi. Et donc, le jour où vous aurez un gros litige, où il y aura vraiment des enjeux économiques importants, eh bien, l'avocat doit prendre ses responsabilités, et même si cette loi ne plaît à personne, il va l'invoquer en justice. Et je pense que d'ici quelques années, on va voir émerger petit à petit une jurisprudence qui sera sans doute sous insécurité juridique. Alors, j'attire l'attention, puisque j'ai l'honneur d'avoir les autorités ordinales devant moi, j'attire leur attention sur le fait qu'il y a une procédure d'évaluation après 2 ans qui est prévue à l'article 38 de la loi du 4 avril 2019. Le roi va devoir établir un rapport très prochainement. Et, comment dirais-je, d'après les échos que j'ai, à l'heure actuelle, l'administration se félicite de cette loi. Et donc, si jamais je ne suis pas le seul à penser que cette loi est source d'insécurité juridique pour les opérateurs économiques, pour le barreau et pour la magistrature, je pense qu'il serait une bonne chose que cet avis soit relayé auprès des autorités compétentes. Et donc, vous allez me dire pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien, tout simplement parce que c'est pour vous montrer qu'on a donc une loi qui est source, qui est facteur d'insécurité juridique en droit belge. Du coup, on pourrait se dire, il n'y a pas de problème, on va s'en débarrasser en soumettant le contrat à un autre droit que le droit belge. C'est ce qu'ils ont fait en Allemagne. En Allemagne, il y a aussi une réglementation des clauses abusives assez élaborée en faveur des entreprises. Résultat, et ça c'est très fort documenté dans la doctrine allemande, les gros contrats, maintenant, on les soumet au droit suisse et on les soumet à un arbitrage à Genève ou à Zurich. Comme ça, au moins, on est sûr qu'à aucun moment, le droit allemand des clauses abusives ne risque de s'en mêler. Est-ce que c'est possible en droit belge ou en Belgique? Eh bien, ce n'est pas si clair que cela, puisque si on lit la loi, a priori, on se dit, il n'y a pas de problème, pourquoi est-ce que je commence à raconter tout ça? Mais quand on lit les travaux préparatoires de la loi du 4 avril 2019, on se rend compte que le législateur affirme en une phrase, comme ça, c'est une loi de police. Alors, ce n'est pas traduit dans le texte de la loi, mais je vous ai dit que le caractère de loi de police peut résulter aussi bien de la volonté explicite que de la volonté implicite du législateur. Et là, j'ai envie de dire, c'est une volonté semi-implicite ou semi-explicite, puisqu'il est tout à fait clair dans notre laboratoire, mais il ne le dit pas dans le texte de la loi et il n'organise pas ça dans le texte de la loi. Donc, au minimum, je pense qu'il y a une controverse, ou en tout cas un potentiel pour une controverse, puisqu'il y a bien un moment où quelqu'un devant un tribunal va dire c'est une loi de police, on va lui dire c'est ridicule, et il va répondre si c'est une loi de police, c'est dit noir sur blanc dans notre préparatoire. Alors, qu'est-ce que ça implique concrètement? Eh bien, en réalité, ça pose plus de questions que ça n'en résout. Première question, la qualification de loi de police est discutable. D'abord, parce qu'il y a une controverse entre internationales privatistes. Certains auteurs, notamment mon confrère Pascal Hollander, considèrent que les lois de police ne pourraient pas être des lois qui sont protectrices d'intérêts privés. Et donc, du coup, on ne pourrait pas appliquer la qualification de loi de police à la loi B2B qui vise clairement à défendre des intérêts privés. Alors, cet argument-là précis ne me convainc pas tout à fait. Avec d'autres, dont le professeur Neutz, je pense plutôt que les lois de police peuvent également être en vue de protéger les intérêts privés, notamment la loi sur les concessions exclusives de vente, mais il y a une controverse qui devra être tranchée à un moment ou à un autre. Deuxième question, comme je vous l'ai dit, la Cour de justice se réserve le pouvoir de contrôler si vraiment la loi de police est cruciale dans l'intérêt politique de la Belgique. Alors, la difficulté, c'est qu'il n'y a rien dans les travaux préparatoires. Pour la loi sur les concessions exclusives de vente, le législateur s'en était expliqué. Il disait l'économie belge repose sur beaucoup de petits concessionnaires. À l'époque, c'était concessionnaires automobiles. Et donc, on doit les protéger contre ces méchants opérateurs économiques étrangers. Je caricature à peine. Mais dans la loi, dans les travaux préparatoires de la loi B2B, on vous dit c'est une loi de police. Mais on ne vous dit pas pourquoi. On ne vous dit pas quel est l'intérêt économique, politique, social qui est poursuivi. Alors, est-ce que vraiment, du coup, c'est indispensable d'en faire une loi de police? Je me pose la question et les juges se poseront sans doute aussi la question. Alors, imaginons que ce soit quand même une loi de police. Je vous ai dit qu'une loi de police, il fallait un critère de rattachement. Concession exclusive de vente, c'est l'exécution de la concession sur le territoire. Le problème, c'est que notre loi B2B ne dit rien. Et donc, quand est-ce qu'on va l'appliquer? Bien là, problème d'interprétation de la loi. Théoriquement, différentes solutions sont possibles. On pourrait l'appliquer dès que le contrat est conclu en Belgique. Le lieu de conclusion est un peu artificiel, surtout lorsqu'on envisage maintenant les contrats électroniques. Exécuté en Belgique, peut-être. Mais qu'est-ce qu'on fait quand un contrat est exécuté dans 2 États différents? Une clause, elle est abusive ou elle n'est pas abusive? Ça va être bizarre de la rendre abusive à moitié selon le lieu d'exécution.
Peut-être le fait que la résidence habituelle de l'une des parties se situe sur le territoire belge, ou peut-être, ce qui me paraît sans doute, si c'est une loi de police, l'interprétation la plus convaincante, le fait que la partie faible ait sa résidence habituelle en Belgique. Mais attention, qu'est-ce que la partie faible? C'est l'une des grandes critiques adressées à la loi B2B, c'est qu'elle n'identifie pas clairement quelle est faible. Et que, quand on prend forme de la loi, si Google et Amazon concluent un contrat et le soumettent au droit belge, théoriquement, chacune des deux peut invoquer la réglementation des clauses abusives, qui est un peu contraire à l'objectif poursuivi. Alors, d'autres incertitudes, si ça vous intéresse, il y en a encore d'autres. Il y a la question de savoir si c'est une norme auto-limitée. De quoi s'agit-il? À présent, j'ai envisagé l'hypothèse, une loi de police, enfin, vous avez un contrat qui est soumis au droit d'un et la loi belge s'interposer en tant que loi de police. Donc, par exemple, votre contrat de vente est soumise au droit de l'État de New York, mais parce que le concédant est établi à New York et il a imposé cette loi dans la négociation, mais la concession s'exécute en Belgique, donc le concessionnaire dit la protection de la loi belge. Très bien. Mais on peut aussi avoir un autre, on peut avoir le schéma où tout ça ne doit pas être exécuté en Belgique. Et ça arrive assez souvent qu'on ait des concessions qui doivent être exécutées au Moyen-Orient, mais comme les entreprises, ou au moins l'une des deux, est établie en Belgique, on la soumet à la loi belge. Et là, la Cour de cassation a dit que la norme, donc l'article 1039, était auto-limitée. C'est-à-dire que c'est une loi de police qui ne va s'appliquer que si son propre critère est rempli. Donc, peu importe que le contrat soit soumis au droit belge, on va appliquer tout le droit belge à l'exclusion de la loi de police de l'article 1039, parce que si le critère de rattachement de la loi de police n'est pas rempli, elle va refuser de s'appliquer au sein du droit belge. Doit-on raisonner de même en ce qui concerne la loi B2B? Aucune idée, puisque évidemment la question n'a pas été examinée dans les travaux préparatoires. En outre, il est permis de se demander si, oui ou non, l'application des lois de police, l'application de cette loi de police-là en particulier, ne pourrait pas entraîner une restriction injustifiée aux libertés de circulation européennes. Tout ça est un peu technique et complexe, et donc je me permets de vous renvoyer à l'article que j'ai consacré à cette loi B2B au JT en mars 2020, ainsi qu'à la contribution du professeur Jérémy Van Merbeek dans le cadre du colloque publié par Antémis sur la loi B2B en septembre 2020. Donc, beaucoup de questions, mais j'aimerais aller au-delà des questions. J'aimerais brosser avec vous brièvement les implications possibles de l'application de cette loi de police. Donc, je pense que ce n'est sans doute pas une loi de police, mais d'un autre côté, le législateur a dit très clairement que pour lui, c'était une loi de police dans cette préparatoire. Et donc, on ne peut pas exclure que ce soit une loi de police, et ce sera peut-être la solution retenue par la jurisprudence. Si jamais on retient la qualification de loi de police, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça a des effets radicaux pour le juge belge. Le juge belge va devoir appliquer cette loi de police, quel que soit le droit normalement applicable au contrat, si du moins son facteur de rattachement est rempli. Facteur de rattachement incertain, comme je vous l'ai dit, mais enfin bon, s'il est rempli. Que se passe-t-il les autres juges des États membres? Eh bien, pour eux, la loi de police belge est facultative, c'est-à-dire qu'ils peuvent décider ou non de l'appliquer, et uniquement dans le cas où le contrat est exécuté en Belgique. Si en revanche le contrat n'est pas exécuté en Belgique, un autre juge que le juge belge ne peut pas appliquer la loi de police. Donc, si vous avez un contrat un peu touchy, où vous avez peur que, comment dirais-je, la loi de police, enfin la loi sur les clauses abusives belges s'applique, vous pourriez être tenté d'appliquer éventuellement, de prévoir éventuellement la compétence d'un autre juge européen pour essayer de restreindre le risque que le juge étranger applique cette loi de police. Quid si c'est le juge d'un État tiers? Est-ce qu'on peut faire comme les Allemands? Est-ce qu'on peut désigner le juge suisse? Oui, on peut désigner le juge suisse comme juge, mais le problème, c'est qu'il va falloir vérifier en droit suisse, en DIP suisse, s'il applique les lois de police belges. Alors, le juge suisse applique encore moins volontiers les lois de police étrangères que le juge européen en général, mais enfin, on ne peut pas totalement l'exclure. Et puis, cerise sur le gâteau, la conséquence imprévue, si je puis dire, de toute cette histoire, ce sont les clauses d'arbitrage. Alors, accrochez-vous. Vous connaissez cette jurisprudence de la Cour de cassation qui veut qu'une clause d'arbitrage ne peut pas avoir pour effet d'empêcher l'application d'une loi de police. Jurisprudence assez controversée dans les années 80, mais qui a été bien clarifiée maintenant par des arrêts de 2004, 2006 et 2011 de la Cour de cassation. Et donc, ce qui est très clair, c'est que la Cour de cassation considère qu'un litige est inarbitrable lorsque l'arbitre est dispensé d'appliquer une loi de police. Le cas classique,
c'est le cas où vous concluez une concession exclusive de vente et vous êtes un Américain au fin fond de vos bureaux de New York et vous vous dites « Oh, je connais cette fameuse loi belge, cet article 1039, je ne veux pas en entendre parler, donc du coup, je vais prévoir une clause d'arbitrage à New York, comme ça au moins, on n'aura plus de problème avec les Belges. » Eh bien, si on aura un problème avec les Belges, parce que le juge belge saisit le litige, normalement, on devrait décliner sa compétence, sa juridiction, vu la clause d'arbitrage, mais il va estimer que le litige est inarbitrable, sauf s'il a la garantie que l'arbitre va appliquer la loi de police belge, donc en pratique le droit belge. Et donc, oui, vous pouvez prévoir une clause d'arbitrage, mais vous devez alors la soumettre au droit belge pour être sûr que l'arbitre va appliquer le droit belge ou en tout cas trouver une solution pour que la loi de police soit bien respectée. Avec une petite nuance apportée par la Cour de cassation en 2011, si jamais dans le droit étranger applicable, il existe une protection équivalente à la loi de police belge, alors on peut quand même valider la clause d'arbitrage. Alors, ça, c'est peut-être problématique, mais j'ai envie de dire, c'est dans un domaine qu'on connaît, bien limité. Ça vise les agences commerciales, parce que là aussi, la loi de police, ça vise la concession exclusive de vente, ça vise peut-être aussi l'information précontractuelle, donc la franchise, OK, mais on voit grosso modo où c'est. Mais la loi B2B, elle est applicable à tous les contrats généralement quelconques conclus par les entreprises. Et donc, si, je dis bien si, c'est une loi de police, la conséquence concrète, c'est que toutes les clauses d'arbitrage conclues par les entreprises seraient nulles dès que le droit auquel le contrat est soumis est un droit étranger. Alors, c'est une conséquence évidemment radicale, totalement contraire sans doute à l'intention du législateur qui n'a jamais voulu interdire l'arbitrage et qui au contraire ne cesse de promouvoir l'arbitrage comme mode de règlement des différends. Mais l'une des causes du succès de l'arbitrage, c'est la sécurité juridique. C'est de pouvoir dire à votre client, ne vous en faites pas, on va être devant un arbitre et il n'y a pas de risque, il y a une sentence qui va être rendue, après elle va devoir exécuter et il y a très peu de risques judiciaires. Si vous avez un arbitrage portant sur des montants extrêmement élevés, comme c'est parfois le cas, et que le client a perdu, et il vient vous voir avec cette sentence arbitrale, et vous n'avez vraiment aucun argument pour l'attaquer au niveau de l'ordre public, devant la défense ou autre, est-ce que quelqu'un ne va pas un jour essayer du coup d'attaquer ça sous l'angle de l'arbitrabilité en disant « oui, mais attention, belge et de police, donc du coup, les litiges sont inarbitrables dès qu'ils auraient dû être soumis à la loi belge sur les clauses abusives B2B », c'est un risque. C'est un risque et du coup, je pense que ça pousse à examiner de près le statut international de cette loi et à bien connaître ses règles de droit international privé et ses notions de loi police, parce que ça pourrait paraître anecdotique, cette phrase de notre opératoire, mais ça peut potentiellement avoir un impact important et on sait que dans les gros litiges tranchés par la voie de l'arbitrage, eh bien, parfois tous les coups sont permis et vu les millions, voire les milliards en jeu, eh bien, on va aller jusqu'au bout de tous les arguments juridiques présentant ne fût-ce qu'un minimum de plausibilité. Voilà ce que je voulais vous dire avec cette petite question choisie qui illustre un peu ce que je vous disais à propos du droit applicable au contrat. Alors, je termine en affichant une bibliographie qui est vraiment sommaire. J'ai vraiment été, je ne vais même pas dire à l'essentiel, mais c'est quelques sources pour vous aider à approfondir. Il y a le précis de Mme Gaude-Métalon qui fait vraiment référence sur le règlement Bruxelles 1 bis, la Convention Lugano et autres, qui est vraiment très, très didactique et qui ressent sous l'agement de la Cour de justice. Il y a son équivalent en droit belge qui est l'ouvrage coordonné par le professeur Van Drogenbroek dans la jurisprudence du Code judiciaire commenté, qui est très utile également. Si vous voulez un manuel général de droit international privé qui intègre tout l'apport de la Cour de justice, il y a celle du professeur Van Caster de l'Université de la KU Leuven, qui est en anglais, mais qui est vraiment très à jour et qui va très loin dans l'examen de la jurisprudence. Vous avez évidemment l'étude classique du professeur Bautelet sur le nouveau règlement Rome 1, qui n'a pas pris une ride. Et alors, je vous propose aussi une petite étude qui résume, qui va paraître dans B-Arbitra, qui résume un peu tout ce que je vous ai dit sur la qualification de loi de police de cette loi B2B et avec ses surprises. Alors, l'étude est bilingue et donc le chapitre relatif à cette question d'arbitrabilité est rédigé en français et devrait paraître au cours des prochaines semaines. Il me reste à vous remercier pour votre attention et à me tenir à votre disposition pour les éventuelles questions que vous auriez. Merci, professeur. Je pense qu'il y a une question déjà dans la discussion, si vous l'avez vu, inspirée des clauses abusives B2C. La jurisprudence en matière de protection de consommateurs pourrait nous aider. Ah non, ce n'est même pas une question. En partie pour les clauses similaires de la liste noire, mais pas pour les notions nouvelles telles que le risque économique. Oui, ce n'est pas une question. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, c'est sur le droit constat. interne des clauses abusives. Il y a effectivement un vide. Mais par contre, je vois une question juste au-dessus,
à 13h13. En revenant à l'exemple du juge belge compétent et loi italienne applicable, partie belge et partie allemande, pouvez-vous repréciser si c'est également au regard de la loi italienne applicable au contrat que le juge belge devra juger de la validité de la clause de force? Oui, donc c'est vraiment une hypothèse très, très, très particulière. Normalement, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. En principe, c'est très simple. Mais vous avez une exception, c'est les clauses d'élection de fort. La validité matérielle des clauses d'élection de fort est prévue à l'article 25.1 du règlement Bruxelles 1 bis qui vous dit on va l'apprécier au regard de la loi du juge désigné. Et donc, le juge désigné dans la clause d'élection de fort. Mais le règlement précise en ses considérants que si le droit international privé de cet État choisit un autre droit, c'est cet autre droit qui est applicable. Et donc, si jamais le juge désigné est le juge belge va devoir aller vérifier dans son propre règlement, dans son propre droit international privé. Alors, a priori, il va avoir dans le règlement Rome 1, mais le règlement Rome 1 exclut les clauses d'élection de fort de son champ d'application. Donc, au début, il se dit, mais je suis perdu, qu'est-ce que je fais? Alors, il retombe sur son code de droit international privé. Mais le code de droit international privé vous dit, article 98, si Romain n'est pas applicable, mais qu'il n'y a pas d'autres règles, vous appliquez quand même Romain. Et donc, par tout ce jeu de dominos, le juge belge va finir par appliquer. Enfin, le juge étranger qui apprécie la validité d'une clause qui désigne le juge belge va finalement appliquer le droit choisi par les parties. C'est vraiment tout un raisonnement en cascade, si vous voulez. Et ce n'est pas le plus simple, et le moins qu'on peut dire, c'est que la doctrine n'a pas accueilli cette solution avec plaisir, parce que ce n'est pas très pragmatique. Je veux dire, le DIP est suffisamment compliqué comme ça, sans rajouter des couches de complexité supplémentaires. Voilà. Merci d'avoir répondu à cette question. Je pense qu'en tout cas, au niveau écrit, on n'a pas d'autres questions. Je ne sais pas si les participants ont une question. Je n'ai pas de main levée, donc visiblement, ça a été très clair et très énergique. Monsieur le bâtonnier, vous avez une question? Je voudrais lire les slides parce qu'on a reçu énormément d'informations en 2 heures. Tout à fait. C'était très formidable, dense, très énergique, très complet. On attend les slides. Parfait, mais je vous les envoie d'affilée. Merci voilà. bien. Merci infiniment de cette leçon. C'est vraiment. Oui, en tout cas, merci, monsieur le professeur. Oui. Avec plaisir, merci beaucoup. Et voilà, je reste à votre disposition si d'autres questions se manifestent. Je vous souhaite une bonne journée. Oui, voilà. Merci, monsieur le professeur. Petite précision encore. Nous aurons donc une formation le 21 avril en droit international de la famille. Et alors, le 12 mai, nous aurons une formation en DIP en droit social. Donc, voilà, merci à tous. Et vous pouvez rejoindre aussi le groupe des praticiens de DIP qui a été créé sur LinkedIn pour diffuser des informations concernant les formations de DIP. On vous invite à nous rejoindre. Et si quelqu'un veut rejoindre la commission, il est évidemment le bienvenu pour participer aux travaux. Voilà, merci à tous. Bonne continuation, bonne semaine. Merci, monsieur le professeur. Merci, monsieur le bâtonnier, pour vos interventions et bonne journée. Merci encore. Je crois que j'ai pris le sentiment de toute l'Assemblée. Merci, bonne journée. Merci, monsieur le professeur. Au revoir.